L'histoire s'intitule L'interprète grec. Au cours de ma longue fréquentation de Sherlock Holmes, je ne l'avais jamais entendu faire allusion à sa famille, et presque jamais à son enfance. Cette réticence, de sa part, avait renforcé mon impression qu'il était un peu en dehors de l'humanité, au point que, parfois, il m'arrivait de le regarder comme un phénomène unique, un cerveau sans cœur, aussi dépourvu de sympathie pour les hommes qu'il leur était supérieur en intelligence, et son antipathie pour la femme et son aversion à se faire de nouveaux amis étaient caractéristiques de sa nature impassible. La suppression absolue de toute allusion au sien ne l'était pas moins. J'en étais venu à croire qu'il était orphelin, sans parents vivants, quand un soir, à ma grande surprise, il se mit à me parler de son frère. C'était un soir d'été, après le thé et la conversation, intermittente et décousue, après avoir passé des clubs de golf aux causes de variations dans l'obliquité de l'écliptique, on était en fin de compte venu à la question de l'atavisme et des aptitudes héréditaires. Il s'agissait dans notre discussion de déterminer dans quelle mesure un don remarquable, quel qu'il soit, chez un individu, était imputable à sa filiation et jusqu'à quel point il était dû à son éducation première. Dans votre propre cas, dis-je, d'après tout ce que vous m'avez dit, il est évident que votre faculté d'observation et votre facilité particulière de déduction sont dues à votre propre entraînement systématique. Jusqu'à un certain point, répondit-il en réfléchissant. Mes ancêtres étaient des propriétaires campagnards, qui paraissaient bien avoir mené la vie qui correspondait naturellement à leur état. Néanmoins, cette façon d'agir, je l'ai dans le sang, et elle peut venir de ma grand-mère, qui était la sœur de Vernet, l'artiste français. L'art dans le sang est susceptible de prendre les formes les plus étranges. Mais comment savez-vous qu'il s'agit de quelque chose d'héréditaire? Parce que mon frère Mycroft le possède à un degré bien plus élevé que moi. C'était là un élément nouveau pour moi. S'il y avait en Angleterre un autre homme qui possédait des dons aussi remarquables, comment se faisait-il que ni la police ni le public n'en eussent entendu parler? Je posai la question en insinuant que c'était la modestie de mon compagnon qui lui faisait reconnaître son frère comme supérieur. Holmes se mit à rire de ma suggestion. « Mon cher Watson, dit-il, je ne saurais être d'accord avec ceux qui rangent la modestie parmi les vertus. Pour le logicien, toutes les choses doivent être exactement ce qu'elles sont, et se sous-estimer soi-même, c'est s'écarter de la vérité, autant qu'exagérer ses propres mérites. Donc, quand je dis que Mycroft a des facultés d'observation supérieures aux miennes, vous pouvez croire que je dis à la lettre l'exacte vérité. Est-il votre cadet? De 7 ans, mon aîné. Comment se fait-il qu'on ne le connaisse pas? On le connaît fort bien dans son milieu. Où donc? Eh bien, au club Diogène, par exemple. Je n'avais jamais entendu parler de cet établissement, et mon air sans doute le disait, car Sherlock Holmes sortit sa montre. Le club Diogène est le plus étrange de Londres, et Mycroft est un de ses membres les plus étranges. Il s'y trouve toujours de 5 heures, moins un quart, à 8 heures, moins 20. Il est maintenant 6 heures. Si donc, par ce beau jour, une petite promenade vous disait quelque chose, je serais très heureux de vous présenter 2 curiosités. 5 minutes plus tard, nous étions dans la rue, et nous nous dirigions vers Regent Circus. Vous vous demandez, dit mon compagnon, pourquoi Mycroft n'emploie pas ses dons comme détective. Il en est incapable. Mais je croyais que vous aviez dit. J'ai dit qu'il était supérieur, dans l'observation et dans la déduction. Si l'art du détective commençait et finissait dans un fauteuil, mon frère serait le plus grand expert criminel ayant jamais existé. Mais il n'a aucune ambition, aucune énergie. Il ne s'écarterait même pas de son chemin pour vérifier ses propres solutions, et aimerait mieux passer pour avoir tort que de se donner la peine de prouver qu'il a raison. À maintes reprises, je lui ai soumis les problèmes, et j'y ai reçu une explication qui par la suite se révélait exacte. Et malgré cela, il était absolument incapable de faire ressortir les points pratiques dont il faut être en possession avant de pouvoir porter une affaire devant un juge ou un jury. Ce n'est pas sa profession alors. Nullement. Ce qui est pour moi un moyen d'existence constitue pour lui la plus pure marotte d'un dilettante. Il possède un don extraordinaire pour les chiffres, et il appure les livres de plusieurs administrations gouvernementales. Mycroft, qui demeure dans Pall Mall, fait un tour par le coin de Whitehall tous les matins,
et il le refait dans le sens inverse tous les soirs, d'un bout de l'année à l'autre. Il ne prend pas d'autres exercices, et on le voit nulle part ailleurs, sauf au club Diogène, qui se trouve juste en face de chez lui. Ce nom ne me dit rien. Rien d'extraordinaire à cela. Il y a à Londres, vous le savez, beaucoup d'hommes qui, les uns par timidité, les autres par misanthropie, ne recherchent nullement la société de leurs semblables. Toutefois, ils ne détestent point pour autant les fauteuils confortables, non plus que les plus récentes revues. C'est pour la commodité de ces gens-là que le club Diogène a été formé, et il compte maintenant les hommes les plus asociaux, les plus ennemis des clubs qui soient à Londres. On ne permet à aucun membre de se préoccuper d'un autre, sauf dans la salle des étrangers. Il est interdit de parler, dans quelque circonstance que ce soit, et 3 infractions à cette règle, si le comité en est informé, peuvent entraîner l'exclusion du bavard. Mon frère fut l'un des fondateurs, et j'ai moi-même trouvé dans ce club une atmosphère éminemment sédative. Tout en bavardant, nous avions atteint Pall Mall, en débouchant par le haut de St. James. Sherlock Holmes s'arrêta devant une porte à peu près distante du Carlton, et en me rappelant de ne pas parler, me conduisit dans le vestibule. À travers les vitres, j'aperçus une vaste et luxueuse salle, dans laquelle un nombre considérable de messieurs étaient assis, çà et là, à lire les journaux, chacun dans son coin. Holmes me fit entrer dans une petite pièce qui donnait sur Pall Mall. Puis, m'ayant quitté une minute, il revint avec un compagnon qui, je le voyais, ne pouvait être que son frère. Mycroft Holmes était beaucoup plus grand et plus fort que Sherlock. Sa corpulence et sa taille étaient remarquables, mais son visage, bien que massif, avait gardé quelque chose de l'acuité, d'expression si caractéristique de celui de son frère. Ses yeux d'un singulier gris à queue semblaient garder en permanence ce regard lointain, introspectif, que je n'avais observé chez Sherlock Holmes que lorsqu'il déployait toutes ses facultés. « Je suis heureux de faire votre connaissance, monsieur, dit-il, en me tendant une main aussi large et aussi plate qu'une nageoire de phoque. Partout j'entends parler de Sherlock Holmes depuis que vous vous êtes institué son mémoraliste. À propos, Sherlock, je m'attendais à te voir ici la semaine dernière pour me consulter au sujet de cette affaire du manoir. Je pensais que tu avais un peu perdu pied. »« Non, je l'ai résolu, » dit mon ami en souriant. « C'était Adams, bien sûr. »« Oui, c'était Adams. J'en étais certain depuis le début. » Ils s'assirent tous les deux dans le bow window du club. « Pour qui désire étudier l'humanité, voici le bon endroit, dit Mycroft. Regardez-moi ces types magnifiques. Regardez, par exemple, ces 2 hommes qui viennent de votre côté. Le marqueur au billard et l'autre? Précisément. Qu'est-ce que tu dis de l'autre? » Les 2 hommes s'étaient arrêtés en face de la fenêtre. Quelques traces de craie autour de la poche de son gilet étaient le seul signe de joueur de billard que je pus découvrir chez l'un d'eux. Son compagnon était un homme très petit, avec un chapeau rejeté en arrière et plusieurs paquets sous le bras. « Un vieux soldat, ce que je vois, dit Sherlock. »« Et licencié tout récemment, observa le frère. »« Au fait du service aux Indes. »« Un sous-officier. »« D'artillerie, je suppose, dit Sherlock. »« Et veuf. »« Oui, mais avec un enfant. »« Des enfants, mon petit, des enfants. »« Ça, dis-je en riant, voilà qui est un peu fort. »« Certes non, répondit Holmes. Il n'est pas difficile de dire qu'un homme, avec cette allure, cet air d'autorité et cette peau cuite par le soleil, est plus qu'un simple soldat et qu'il est revenu des Indes depuis peu. Qu'il n'a pas quitté le service depuis longtemps, ça se voit aux souliers réglementaires qu'il porte, remarqua Mycroft. Il n'a pas la démarche du cavalier et pourtant, il portait sa coiffure de travers, comme en témoigne la couleur de sa peau, plus claire de ce côté-ci du front. Il est trop lourd pour un sapeur, donc il était dans l'artillerie. Et puis son costume de deuil montre qu'il a perdu quelqu'un de très cher. Qu'il fasse lui-même ses commissions semble indiquer que c'était sa femme. Il a acheté des choses pour ses enfants. Vous voyez, il y a une crécelle, ce qui implique que l'un d'eux est très jeune. La femme a dû mourir en couche. Le livre d'images sous son bras montre qu'il y a un autre enfant, auquel il doit aussi penser. Je commençais à comprendre ce que mon ami voulait dire quand il déclarait que son frère possédait des dons supérieurs même aux siens. Sherlock me regardait et souriait. Mycroft prit une pincée de tabac dans une tabatière en écaille, et avec un grand mouchoir de poche en soie, rouge, il brossa les grains égarés sur son vêtement. « À propos, Sherlock, dit-il,
On a soumis à mon jugement quelque chose qui est tout à fait selon ton cœur. Un problème très étrange. Je n'ai vraiment pas eu l'énergie de le suivre, sauf de façon très incomplète. Mais il m'a fourni une base pour quelques réflexions très agréables. Si tu avais le temps d'entendre les faits. Mon cher Mycroft, j'en serais enchanté. Le frère griffonna une note sur une feuille de son carnet et, ayant sonné, passa le billet au garçon de salle. J'ai prié M. Mélas de traverser la rue, dit-il. Il demeure à l'étage au-dessus du mien, et je le connais un peu, ce qui l'a amené à venir me voir à un moment où il était fort perplexe. M. Mélas est grec d'origine. Je crois que c'est un linguiste remarquable. Il gagne sa vie en partie comme interprète auprès des tribunaux et en partie en remplissant son rôle de guide au prix des riches orientaux qui peuvent descendre dans les hôtels de Northumberland Avenue. Je crois que je lui laisserai raconter à sa manière sa très remarquable aventure. Quelques minutes plus tard, nous rejoignit un homme petit et gros, dont la face olivâtre et les cheveux noirs comme du jais proclamaient l'origine méridionale, bien que son langage fût celui d'un anglais bien élevé. Il échangea avec Sherlock une cordiale poignée de main, et ses yeux étincelèrent de plaisir quand il comprit que le fameux détective désirait connaître son histoire. « Je ne crois pas que la police ajoute foi à ce que je dis, » commença-t-il d'une voix plaintive. « Je ne le crois pas, ma parole, simplement parce qu'ils n'ont jamais rien entendu de pareil avant. Ils pensent que cela ne se peut pas. Mais je sais, moi, que jamais plus je n'aurai l'esprit en repos tant que je ne saurai pas ce qui est devenu mon pauvre homme avec l'emplâtre sur son visage. »« Je suis toute attention, dit Sherlock. C'est aujourd'hui mercredi soir. Eh bien donc, c'était lundi soir. Il y a seulement 2 jours, vous comprenez, que cela est arrivé. Je suis interprète, quand peut-être mon voisin que voici vous l'a dit. J'interprète dans toutes les langues, ou presque toutes, mais comme je suis grec de naissance et de nom, c'est à cette langue particulière qu'on m'associe partout. Pendant de longues années, j'ai été le principal interprète grec à Londres, et mon nom est fort connu dans les hôtels. Il m'arrive assez souvent que l'on m'envoie chercher à des heures insolites. Ce sont des étrangers qui s'y trouvent en difficulté, des voyageurs qui arrivent tard, qui ont besoin de mes services. Je ne fus donc pas surpris quand, lundi soir, un certain monsieur Latimer, jeune homme très élégant, entra dans ma chambre et me demanda de l'accompagner dans un fiacre qui attendait à la porte. Un grec de ses amis était venu le voir, pour ses affaires, dit-il, et comme il ne parlait pas sa propre langue, on ne pouvait pas se passer des services d'un interprète. Il me fit entendre que sa maison se trouvait à quelque distance, dans Kensington. Il semblait très pressé, et me poussa rapidement dans le fiacre lorsque nous fûmes descendus dans la rue. Je dis dans le fiacre, mais j'eus bien vite des doutes, et je me demandai si ce n'était pas dans une voiture particulière que je me trouvais. Elle était certainement plus spacieuse que ces voitures à 4 roues, qui sont la honte de Londres, et les garnitures, bien qu'éraillées, étaient certainement d'une riche qualité. M. Latimer s'est assis en face de moi et partit rapidement pour Charing Cross. Nous avons remonté Shaftesbury Avenue. Nous venions de déboucher dans Oxford Street et je m'étais risqué à observer que c'était un chemin bien détourné pour aller à Kensington, quand l'extraordinaire conduite de mon compagnon me coupa la parole. Il commença par sortir de sa poche une trique plombée qui avait l'air fort lourde. À plusieurs reprises, il en cingla l'air, en avant et en arrière, comme pour en éprouver le poids et montrer sa force. Puis, sans un mot, il la plaça sur le siège à côté de lui, après quoi il leva les glaces de chaque côté, et à mon étonnement, je m'aperçus qu'elles étaient recouvertes de papier pour m'empêcher de voir au travers. « Je regrette de vous couper la vue, monsieur Mélas, dit-il. Le fait est que je n'ai pas l'intention de vous laisser voir à quel endroit nous allons. Il pourrait m'être désagréable que vous y reveniez. » Comme vous l'imaginez, je fus complètement déconcerté par de tels propos. Mon compagnon était un jeune homme très fort, aux larges épaules, et même sans son arme, je n'aurais pas eu la moindre chance si je m'étais battu avec lui. « C'est là une conduite très étrange, monsieur Latimer, balbutiai-je. Vous devez vous rendre compte que ce que vous faites est tout à fait illégal. C'est prendre quelques libertés sans doute, mais on vous dédommagera. Je dois toutefois vous avertir, monsieur Mélas, que si, à n'importe quel moment ce soir, vous essayez de donner l'alarme ou de faire quoi que ce soit, de contraire à mes intérêts, vous pourrez tâter à quel point ce sera grave.
Je vous prie de vous rappeler que personne ne sait où vous êtes et que dans cette voiture, tant que dans ma maison, vous êtes entre mes mains. » Il parlait tranquillement, mais il mettait dans ses mots une âpreté menaçante. Je demeurai silencieux, en me demandant quelle pouvait bien être la raison qu'il avait pour m'enlever de façon si extraordinaire. Quoi qu'il en fût, il était parfaitement clair qu'il ne me servirait à rien de résister et que je ne pouvais qu'attendre pour voir ce qui arriverait. Pendant 2 ou 3 heures, ou presque, nous avons roulé sans que j'eusse la moindre idée de l'endroit où nous allions. Parfois, le bruit des sabots des chevaux révélait une chaussée pavée. À d'autres moments, notre course douce et silencieuse suggérait le macadam. Mais hormis cette différence dans le bruit, il n'y avait absolument rien qui pût, le moins du monde, m'aider à deviner où nous étions. Le papier sur les glaces des 2 côtés était impénétrable à la lumière, et l'on avait tiré un rideau bleu sur la vitre du devant. Il était 7h15 à notre départ de Pall Mall, et ma montre marquait 9h moins 10 quand enfin nous nous sommes arrêtés. Mon compagnon baissa la glace et j'aperçus rapidement une entrée de porte cintrée au-dessus de laquelle brûlait une lampe. Pendant qu'on me poussait vivement hors de la voiture, la porte s'est ouverte et je me suis trouvé à l'intérieur de la maison avec la vague impression d'une pelouse et d'arbres aperçus de chaque côté de moi en entrant. Qu'il s'agit là toutefois de la vraie campagne ou d'une propriété privée, c'est plus que je ne saurais m'aventurer à en dire. Il y avait à l'intérieur une lampe de couleur dont la lumière était tellement baissée que je ne pus rien voir. Sauf que le vestibule était assez grand et orné de tableaux. Dans la lumière vague, je pus me rendre compte que la personne qui avait ouvert la porte était un homme entre 2 âges, à l'air mesquin, aux épaules rondes. Lorsqu'il se tourna vers moi, le faible rayon de lumière me montra qu'il portait des lunettes. « Est-ce là, monsieur Mélas, Harold ?» dit-il. « Oui, fort bien, fort bien. Vous ne vous en voulez pas, monsieur Mélas, j'espère. Mais nous ne pouvions nous en tirer sans vous. Si vous agissez honnêtement, vous ne le regretterez pas. Mais si vous essayez d'user de quelques mauvais tours, que Dieu vous aide. » Il parlait d'un ton nerveux, saccadé, et entre ses phrases riait des rires étouffés. Mais quoi qu'il en fût, il m'inspirait plus de crainte que l'autre. « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je. « Seulement que vous posiez quelques questions à un gentleman grec qui est chez nous en visite, et que vous nous donniez ses réponses. Toutefois, n'en dites pas plus qu'on ne vous priera d'en dire, sans quoi, et de nouveau il se mit à rire, mieux vaudrait pour vous n'être jamais né. » Tout en parlant, il ouvrit une porte et me conduisit dans une pièce qui semblait meublée richement. Mais là encore, la lumière était fournie par une lampe unique, à moitié baissée. Cette pièce était certainement vaste, et la façon dont, quand j'avançais, mes pieds s'enfonçaient dans le tapis, m'en disait la richesse. J'aperçus des chaises de velours, une haute cheminée en marbre blanc, et, sur un des côtés, quelque chose qui me parut être une collection d'armes japonaises. Il y avait une chaise sous la lampe. Et le plus vieux des 2 hommes me fit signe de m'y asseoir. Le plus jeune nous avait quittés, mais il revint tout de suite, par une autre porte, amenant un homme vêtu d'une espèce de robe de chambre qui s'avança lentement vers nous. Lorsqu'il entra dans le cercle de faible lumière, qui me permit de le voir plus distinctement, je frémis d'horreur à son aspect. D'une pâleur de mort et d'une maigreur effrayante. Il avait les yeux saillants et brillants, de celui dont le courage est plus grand que la force. Mais ce qui me frappa le plus, que le signe de sa faiblesse physique, ce fut que son visage était sillonné de bandes de sparadrap et qu'il en avait un large morceau sur la bouche. « As-tu l'ardoise, Harold ?» cria le vieux, tandis que cet être étrange tombait, plutôt qu'il ne s'asseyait, sur une chaise. Ses mains sont-elles libres? Maintenant donne-lui le crayon. Vous allez poser les questions, monsieur Mélas, et il écrira les réponses. Demandez-lui, tout d'abord, s'il est préparé à signer les papiers. Les yeux de l'homme flamboyèrent. « Jamais !» écrivit-il en grec sur l'ardoise. « À n'importe quelle condition ?» demandai-je par ordre du tyran. « Seulement si je la vois mariée en ma présence par un prêtre grec que je connais. » L'homme de nouveau se mit à rire, d'un rire venimeux. « Vous savez ce qui vous attend alors ? Je ne m'en soucie pas pour moi-même. » Ce sont là des échantillons de questions et de réponses qui constituaient notre étrange conversation mi-parlée, mi-écrite. Plusieurs fois je dus lui demander s'il voulait céder et signer les documents,
et à chaque fois j'obtins la même réponse indignée. Mais bien vite, une heureuse pensée me vint, et je me mis à ajouter, à chaque question, quelques petites phrases de mon cru, insignifiantes d'abord, pour m'assurer si l'un ou l'autre de mes compagnons se rendait compte de quelque chose. Puis, comme je constatais qu'il ne réagissait pas, j'ai joué un jeu plus dangereux. Notre conversation se déroula à peu près comme ceci. « Vous ne pouvez rien gagner par cet entêtement. Qui êtes-vous » ? « Ça m'est égal. Je suis un étranger à Londres. Vous-même serez la cause de votre mauvais destin. Depuis quand vous êtes ici ?»« Qu'il en soit ainsi. 3 semaines. La propriété ne pourra jamais être à vous. De quoi souffrez-vous ? Elle n'ira pas à des canailles. Ils me font mourir de faim. Vous serez libre si vous signez. Quelle est cette maison ? Je ne signerai jamais. Je n'en sais rien. Ce n'est pas lui rendre service à elle. Quel est votre nom ? Que je l'entende, elle, me le dire. Cratides. Vous le verrez si vous signez. D'où venez-vous ? Alors je ne la verrai jamais. D'Athènes. Quelques minutes encore, monsieur Holmes, et je lui aurais ainsi soutiré toute l'histoire, sous leur nez. La question même que j'allais poser aurait pu éclairer toute l'affaire, mais à cet instant, la porte s'ouvrit et une femme s'avança dans la pièce. Je n'ai pas pu la voir assez nettement pour savoir autre chose que ceci. Elle était grande et gracieuse, avait les cheveux noirs, et elle portait une ample robe de chambre blanche. « Harold, dit-elle dans un anglais incorrect, je n'ai pas pu demeurer plus longtemps. Je suis si seule là-haut avec seulement... Oh mon Dieu, c'est Paul !» Ces derniers mots furent dits en grec, et en même instant, l'homme eut un violent effort, arrachait l'emplâtre de ses lèvres, et en criant bien haut « Sophie ! Sophie !» se précipitait dans les bras de la femme. Leur étreinte toutefois ne dura qu'un instant, car le jeune homme saisit la femme et la poussa hors de la pièce. Cependant que l'autre maîtrisait sans difficulté sa victime, émaciée, et l'entraînait dehors par l'autre porte. Un instant, je suis resté seul dans la pièce. Je me levai vivement avec la vague idée que je pourrais d'une manière ou d'une autre obtenir quelques indications concernant la maison où je me trouvais. Par bonheur cependant, je ne bougeai pas, car en levant les yeux, je vis que le plus vieux des 2 hommes se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux fixés sur moi. « Cela suffit, monsieur Mélas, dit-il. Vous voyez que nous avons fait de vous le confident d'affaires qui nous sont toutes personnelles. Nous ne vous aurions pas dérangé si notre ami qui parle grec et qui a entamé ces négociations n'avait pas été forcé de retourner en Orient. Il était indispensable que nous trouvions quelqu'un pour le remplacer, et nous avons eu la chance d'entendre parler de vos capacités. » Je m'inclinai. « Voici 5 souverains, dit-il, en s'avançant vers moi. Ce seront, je l'espère, des honoraires suffisants. Mais n'oubliez pas, ajouta-t-il en me tapant légèrement sur la poitrine et en riant. Si vous parlez à cela à âme qui vive, faites bien attention. À âme qui vive, que Dieu ait pitié de votre âme. Je ne saurais vous dire la répugnance et l'horreur que m'inspirait cet individu à l'air insignifiant. Ses traits étaient saillants et ternes, sa petite barbe en pointe maigre et filasse, il jetait la tête en avant tout en parlant, et ses lèvres et ses yeux se contractaient sans arrêt comme ceux d'un homme qui a la danse de Saint-Guy. Je n'ai pas pu m'empêcher de croire que cet étrange petit rire saccadé était aussi le symptôme d'une maladie nerveuse. La terreur qu'inspirait son visage résidait en ses yeux, d'un gris d'acier, dont l'éclat était froid et la cruauté inexorable en leur profondeur. « Nous saurons si vous parlez de tout cela, dit-il. Nous avons nos moyens d'information à nous. Maintenant, vous trouverez la voiture qui vous attend et mon ami qui vous accompagnera. » On me fit traverser rapidement le vestibule et on me poussa dans le véhicule. Un instant encore, je pus apercevoir les arbres dans le jardin. Monsieur Latimer était sur mes talons et prit place en face de moi sans mot dire. Ce fut de nouveau dans un profond silence, la course interminable, glace levée, et enfin, juste après minuit, la voiture s'arrêta. « Vous descendrez ici, monsieur Mélas, » fit mon compagnon. « Je regrette de vous laisser si loin de chez vous, mais je ne puis faire autrement. Toute tentative de votre part pour suivre la voiture n'aboutirait qu'à un malheur pour vous-même. » Ce disant, il ouvrit la portière, et j'avais à peine eu le temps de sauter dehors que déjà le cocher fouettait son cheval et que la voiture s'éloignait avec un bruit. Je regardais autour de moi étonné. J'étais sur une sorte de terrain vague, couvert de bruyères, avec çà et là des taches plus claires de genêts épineux.
Au-delà s'étendait une rangée de maisons avec, de loin en loin, une lumière, aux fenêtres d'en haut. De l'autre côté, j'apercevais les signaux lumineux d'une ligne de chemin de fer. La voiture qui m'avait amené ici était déjà hors de vue. Je restais là à regarder autour de moi et à me demander où diable je pouvais être, quand je vis quelqu'un qui se dirigeait vers moi dans l'obscurité. Quand il s'approcha, je reconnus l'employé de chemin de fer. « Pouvez-vous me dire quel est cet endroit ?» demandai-je. « Les terrains communaux de Wentworth, » dit-il. « Puis-je attraper un train pour Londres ? Si vous allez jusqu'à Clapham Junction, il y a à peu près 1 mille. Vous arriverez juste pour le dernier train, qui va à Victoria. » Ce fut là la fin de mon aventure, monsieur Holmes. Je ne sais ni où j'ai été, ni à qui j'ai parlé, rien de plus que ce que je vous ai dit. Mais je sais qu'il se trame du vilain, et je voudrais secourir ce malheureux, si je le puis. J'ai raconté toute l'histoire à monsieur Mycroft Holmes le lendemain matin, puis ensuite à la police. Après ce récit extraordinaire, nous demeurâmes silencieux. Quelque temps. Puis Sherlock Holmes dit en regardant son frère. « Tu as fait quelque chose ?» Mycroft ramassa le Daily News sur la table à côté. « Récompense à qui fournira des renseignements sur un monsieur grec nommé Paul Cratides, originaire d'Athènes, et qui ignore l'anglais. Pareille récompense sera donnée à qui fournira des renseignements sur une dame grecque dont le petit nom est Sophie, X 2473. L'annonce est dans tous les quotidiens. Pas de réponse. Et à l'ambassade de Grèce? Je me suis informé. Ils ne savent rien. Un télégramme alors au chef de la police d'Athènes. Sherlock a accaparé toute l'énergie de la famille, dit Mycroft, en se tournant vers moi. Eh bien, prends donc l'affaire en main, je t'en prie, et fais-moi savoir si tu en tires quelque chose de bon. Certainement, répondit mon ami en se levant. Je t'en informerai. Et M. Mélas aussi. En attendant, M. Mélas, à votre place, je me tiendrai sur mes gardes, car il est évident qu'ils savent par cette annonce que vous les avez trahis. En rentrant chez nous, Holmes s'arrêta à un bureau de poste pour expédier quelques dépêches. « Vous voyez, Watson, remarqua-t-il, que notre soirée n'a nullement été perdue. Quelques-unes de mes affaires les plus intéressantes me sont ainsi venues grâce à Mycroft. Le problème que nous venons d'écouter, bien qu'on n'y puisse trouver qu'une solution, a pourtant quelques traits caractéristiques. Vous espérez le résoudre ? Eh bien, sachant tout ce que nous savons, il serait étrange que nous manquions de découvrir le reste. Vous devez vous-même avoir conçu une théorie qui explique les faits que nous avons entendus. D'une façon assez vague, oui. Et quelle est donc votre idée ? Il m'a paru évident que cette jeune grecque a été enlevée par le jeune anglais qu'on appelle Harold Latimer. Enlevée d'où ? D'Athènes, peut-être ? Sherlock hocha la tête. Ce jeune homme, Harold, ne savait pas un mot de grec. La dame savait assez bien l'anglais. Déduction. La jeune femme a été quelque temps en Angleterre, mais lui n'a jamais été en Grèce. D'accord. Alors nous supposerons qu'elle est venue visiter l'Angleterre et que ce Harold l'a persuadée de fuir avec lui. Voilà qui est plus probable. Alors le frère, car tel doit être, j'imagine, leur degré de parenté, vient de Grèce pour s'en mêler. D'imprudente façon, il tombe au pouvoir du jeune homme et de son associé plus âgé. Il s'empare de lui et emploie la violence pour lui faire signer des papiers qui transfèrent à leur nom la fortune de la jeune fille. Fortune dont il est peut-être le dépositaire. Ils s'y refusent. Pour négocier, il leur faut un interprète, et ils font choix de ce M. Mélas, après en avoir employé un autre. À la jeune femme, on ne dit rien de l'arrivée de son frère, et c'est tout à fait par hasard qu'elle le découvre. Excellent, Watson, j'imagine vraiment que vous n'êtes pas loin de la vérité. Vous voyez que nous avons toutes les cartes en main, et que nous n'avons à redouter qu'un acte quelconque de violence de leur part. S'ils nous en donnent le temps, nous devons leur mettre la main dessus. Mais comment découvrir où se trouve cette maison ? Pas si notre supposition est juste, et si le nom de la jeune fille est ou était Sophie Cratides, nous ne devrions avoir aucune difficulté à la trouver. C'est là notre principal espoir, car le frère, naturellement, est tout à fait inconnu. Il est clair que quelque temps déjà s'est écoulé depuis que ce Harold est entré en relation avec la jeune personne. Quelques semaines en tout cas. Puisque le frère, qui était en Grèce, a eu le temps d'en être informé et de venir. S'ils ont habité ce même endroit pendant ce temps-là, il est probable qu'on répondra à l'annonce de Mycroft. Tout en causant, nous étions parvenus à notre logis de Baker Street. Holmes monta l'escalier le premier, et quand il ouvrit la porte, il tressaillit de surprise.
En regardant par-dessus son épaule, je ne fus pas moins étonné. Son frère Mycroft était assis dans un fauteuil et fumait paisiblement. « Entre, Sherlock, entrez, monsieur, dit-il doucement en souriant, de nos airs étonnés. Tu n'attendais pas à tant d'énergie de ma part, hein, Sherlock. Mais je ne sais pas pourquoi, cette affaire me fascine. Comment es-tu venu ici? Je vous ai dépassé en fiacre. Il y a quelque chose de nouveau? J'ai eu une réponse à mon annonce. Ah, oui, elle est arrivée quelques minutes après votre départ. Et que dit-elle? Mycroft sortit une feuille de papier. La voici écrite avec une plume J sur du papier crème royal, par un homme d'âge moyen et de faible constitution. Monsieur, dit-il, en réponse à votre annonce de ce jour, j'ai l'honneur de vous informer que je connais très bien la jeune dame dont il s'agit. S'il vous plairait de me rendre visite, je pourrais vous donner quelques détails concernant sa pénible histoire. Elle demeure à présent au Myrte, Beckenham. Respectueusement, J. Davenport. Il est écrit de Brixton, dit Mycroft. Ne crois-tu pas que nous pourrions y aller maintenant et nous informer de ces détails? Mon cher Mycroft, la vie du frère est plus précieuse que l'histoire de la sœur. Je crois que nous devons aller chercher l'inspecteur Gregson à Scotland Yard et nous rendre directement à Beckenham. Nous savons qu'on est en train de faire mourir un homme et chaque heure peut être d'une importance vitale. Il vaudrait peut-être mieux prendre M. Melas en passant, suggérai-je. Nous pourrions avoir besoin d'un interprète. Excellente idée, dit Sherlock. Envoyons le garçon chercher un landau et nous filerons tout de suite. Il ouvrit le tiroir de la table et je remarquai qu'il glissait son revolver dans sa poche. Oui, dit-il, répondant à mon regard. D'après ce que nous avons entendu, j'ose dire que nous avons affaire à une bande particulièrement dangereuse. Il faisait presque noir avant que nous arrivions à Pall Mall, dans la chambre de M. Melas. Un monsieur était venu le demander et il était parti. « Pouvez-vous me dire où ?» demanda Mycroft. « Je ne sais pas, répondit la femme qui nous avait ouvert la porte. Je sais seulement qu'il est parti en voiture avec le monsieur. Ce monsieur a-t-il donné un nom? Non, monsieur. Ce n'était pas un jeune homme, grand, beau, cheveux noirs? Oh non, monsieur, c'était un petit homme, avec des lunettes, une figure maigre, mais des manières agréables, car il riait tout le temps quand il parlait. Filons, s'écria Sherlock brusquement. Cela devient sérieux, remarqua-t-il, en voiture, pendant que nous nous rendions à Scotland Yard. Ces individus tiennent de nouveau. Monsieur Melas, c'est un homme qui n'a pas de courage physique, ainsi qu'ils ont pu s'en rendre compte, par leur expérience de l'autre nuit. Cette canaille a pu les terroriser dès l'instant qu'elle s'est retrouvée en sa présence. Sans doute ont-ils besoin de ses services professionnels, mais après s'être servis de lui, ils auront peut-être envie de le punir de ce qu'ils considèrent comme sa perfidie. Nous espérions qu'en prenant le train, il nous serait possible d'arriver à Beckenham, aussi tôt ou plus tôt que la voiture. Mais arrivé à Scotland Yard, il nous fallut plus d'une heure pour joindre l'inspecteur Gregson et pour remplir les formalités légales qui nous permettraient de pénétrer dans la maison. Il était 10h moins le quart passé quand nous atteignîmes la gare de London Bridge, et 10h30 quand tous les quatre nous sautâmes sur le quai de Beckenham. Une course en voiture d'un demi-mile nous emmena au Myrte, une grande maison sombre qui s'élevait en retrait de la rue, au milieu d'une propriété. Là, nous renvoyâmes notre voiture et nous remontâmes l'allée. « Toutes les fenêtres sont noires, remarqua l'inspecteur. La maison paraît abandonnée. Nos oiseaux se sont envolés, le nid est vide, dit Holmes. Pourquoi dites-vous cela? Une voiture chargée de lourds bagages est sortie ici il y a 1 heure. L'inspecteur rit. J'ai vu, dit-il, les traces de roues à la lumière de la lampe du portail. Mais qu'est-ce que des bagages viennent faire là-dedans? Vous avez pu observer les mêmes traces de roues allant en sens inverse. Or, les traces en direction de l'extérieur étaient plus profondes. Si profondes que nous pouvons dire qu'avec certitude que la voiture portait un chargement considérable. Là, je ne vous suis pas tout à fait, dit l'inspecteur en haussant les épaules. Cette porte ne sera pas facile à forcer. Mais voyons déjà si nous pouvons nous faire entendre de quelqu'un. Il frappa lourdement avec le marteau de la porte, puis tira sur la sonnette, mais aucun succès. Holmes avait disparu tout doucement. Il revint au bout de quelques minutes. « J'ai ouvert une fenêtre, dit-il. C'est un bonheur que vous soyez du côté de la police et non contre elle, monsieur Holmes, remarqua l'inspecteur en se rendant compte de l'habile manière dont mon ami avait forcé, puis repoussé la fermeture. Eh bien, je crois que, étant donné les circonstances, nous pouvons entrer sans attendre d'y être invités.
L'un après l'autre, nous entrâmes dans une grande pièce, qui était évidemment celle dans laquelle M. Mélas était venu. L'inspecteur avait allumé sa lanterne, et à sa lumière, nous pûmes voir les 2 portes, le rideau, la lampe et la collection d'armes japonaises qu'il nous avait décrits. Sur la table, il y avait une bouteille d'eau-de-vie vide, 2 verres et les reliefs d'un repas. « Qu'est-ce qu'on entend » demanda tout à coup Holmes. Nous ne bougeâmes plus et écoutâmes. Le bruit d'une plainte basse nous arrivait de quelque part au-dessus de nos têtes. Holmes se précipita vers la porte et passa dans le vestibule. Le geignement lugubre venait bien d'en haut. Il s'élança dans l'escalier avec l'inspecteur et moi-même sur ses talons, tandis que son frère Mycroft suivait aussi rapidement que lui permettait sa corpulence. Au second étage, 3 portes nous faisaient face, et c'était de celle du milieu que sortaient les bruits sinistres, qui parfois s'abaissaient jusqu'à n'être plus qu'un marmottement, sourd et parfois s'élevaient de nouveau en une plainte aiguë. La porte était fermée, mais la clé était à l'extérieur. Holmes l'ouvrit brusquement et se précipita dans la chambre, pour en sortir tout de suite, la main à la gorge. « C'est du charbon de bois » s'écria-t-il. « Un moment, ça va se dissiper. » En jetant un regard, nous pûmes voir que la seule lumière de la chambre venait d'une flamme bleue, qui montait vacillante d'un trépied en laiton placé au milieu. Elle projetait sur le plancher un cercle étrange et livide, et dans les recoins sombres, plus loin, nous apercevions 2 silhouettes vagues tassées contre le mur. Par la porte ouverte s'écoulaient des exhalaisons de poison qui nous firent halter et tousser. Holmes 4 à 4 courut jusqu'en haut de l'escalier pour faire entrer l'air frais. Puis, se précipitant dans la pièce, il en ouvrit vivement la fenêtre et jeta dans le jardin le trépied de laiton. « Nous pourrons entrer dans 1 minute, murmura-t-il, en ressortant en hâte. Y aurait-il une bougie ? Je doute que nous puissions frotter une allumette dans cette atmosphère. Tenez la lumière à la porte, et nous les sortirons. Allons, Mycroft. » D'un bond, nous fûmes auprès des prisonniers et les traînâmes jusqu'au palier. Tous les 2 avaient les lèvres bleues, et tous 2 étaient sans connaissance. Dans leurs faces congestionnées, les yeux s'exorbitaient. En fait, leurs traits étaient si décomposés que, dans sa barbe noire et sa forte carrure, nous n'aurions pu reconnaître en l'un d'eux l'interprète grec qui nous avait quittés quelques heures plus tôt seulement, au club Diogène. Ses mains et ses pieds étaient solidement attachés ensemble, et il portait sur un œil les traces d'un coup violent. L'autre, garrotté de la même façon, était un homme de grande taille, arrivé au dernier degré d'émaciation. Plusieurs morceaux de sparadrap étaient disposés de grotesques façons sur son visage. Il avait cessé de se plaindre quand nous déposâmes sur le palier, et un coup d'œil me montra que, pour lui du moins, notre aide était venue trop tard. M. Mélas, cependant, vivait encore, et en moins d'1 heure, grâce à l'ammoniaque et à l'eau-de-vie, j'eus la satisfaction de le voir rouvrir les yeux, et de savoir que ma main l'avait arraché à la sombre vallée où toutes les voies se rencontrent. L'histoire qu'il avait à nous dire était bien simple, et elle ne fit que confirmer nos propres déductions. Son visiteur, en entrant chez lui, avait tiré un casse-tête de sa manche et lui avait inspiré une telle crainte d'une mort immédiate et inévitable, qu'il l'avait enlevé une seconde fois. À vrai dire, c'était presque un effet magnétique que la ricanante canaille avait produit sur le malheureux linguiste, car lorsqu'il en parlait, ses mains tremblaient et ses joues blêmissaient. On l'avait emmené rapidement à Beckenham, et il avait rempli son rôle d'interprète dans une seconde entrevue, plus dramatique encore que la première, au cours de laquelle les 2 Anglais avaient menacé leur victime d'une mort immédiate si elle n'accédait pas à leur demande. Enfin, trouvant qu'aucune menace ne pouvait l'ébranler, ils avaient rejeté l'homme dans sa prison. Ils avaient alors reproché à M. Mélas sa perfidie, rendue manifeste par l'annonce des journaux. Ils l'avaient assommé d'un coup de bâton, et il ne se souvenait plus de rien jusqu'au moment où il me trouva penché sur lui. Telle fut l'affaire que l'interprète grec, dont l'explication est encore entourée d'un certain mystère. Nous avons pu découvrir en nous mettant en rapport avec le monsieur qui avait répondu à l'annonce que la malheureuse jeune fille appartenant à une riche famille grecque était venue en visite chez des amis en Angleterre. Pendant son séjour chez eux, elle avait rencontré un jeune homme du nom de Harold Latimer, qui avait pris sur elle un grand ascendant, et l'avait plus tard persuadée de fuir avec lui. Les amis de la jeune femme, indignés de sa conduite, se contentèrent d'en informer son frère à Athènes, et il s'était lavé les mains de cette affaire. Le frère, dès son arrivée en Angleterre, s'était imprudemment mis au pouvoir
de Latimer et de son complice, un nommé Wilson Kemp, homme aux antécédents exécrables. Ces deux canailles découvrant que, grâce à son ignorance de l'anglais, le jeune homme se trouvait à leur merci, l'avaient tenu prisonnier, il s'était efforcé par la cruauté et la faim de lui faire signer l'abandon de ses propres biens et de ceux de sa sœur. Il l'avait gardé dans la maison à l'insu de la jeune fille, et le sparadrap sur son visage servait à le rendre plus difficilement reconnaissable, au cas où elle l'aurait aperçu. Toutefois, sa sensibilité féminine avait tout de suite percé à ce jour ce déguisement, lorsque durant la visite de l'interprète, elle l'avait vu pour la première fois. La pauvre fille, cependant, était elle-même prisonnière, car il n'y avait personne d'autre dans la maison en dehors de l'homme qui servait de cocher et de sa femme qui, tous deux, étaient complices. Quand ils eurent découvert que leur secret était connu et qu'ils ne pourraient venir à bout de leurs prisonniers, par la contrainte, les deux canailles s'étaient enfuis, sans tarder un instant, de la maison meublée, qu'ils avaient louée, non sans être d'abord vengés, à ce qu'ils pensaient du moins, de l'homme qui les avait défiés, aussi bien que celui qui les avait trahis. Un mois plus tard, une curieuse coupure de journal nous parvint de Budapest. Elle rapportait la fin tragique de deux Anglais qui voyageaient avec une femme. Tous deux avaient été poignardés, paraît-il, et la police hongroise pensait qu'au cours d'une querelle, ils s'étaient réciproquement infligé des blessures mortelles. Holmes, cependant, est, je crois, d'un avis différent. Et il estime encore aujourd'hui que si l'on pouvait retrouver le jeune grec, on pourrait apprendre comment furent vengés tous les maux qu'ils avaient dû à endurer, elle et son frère. Fin. L'histoire s'intitule « La pierre de Mazarin ». Sans plus tarder, on va commencer. Le docteur Watson fut ravi de se retrouver une fois de plus dans l'appartement mal tenu du premier étage de Baker Street. Point de départ de tant d'aventures extraordinaires. Il regarda autour de lui, les graphiques savants sur les murs, la table rongée par les acides où s'alignaient les produits chimiques destinés à diverses expériences, l'étui à violon, debout dans un angle, le seau à charbon qui contenait comme autrefois des pipes et du tabac. Finalement, ses yeux s'arrêtèrent sur le jeune visage souriant de Billy. Ce petit groom, aussi perspicace que plein de tact, avait un peu aidé à combler l'abîme de solitude et d'isolement où vivait le grand détective. Pas de changement apparent, Billy. Vous non plus, vous n'avez pas changé. J'espère que l'on peut dire la même chose de lui. Billy jeta un coup d'œil non dépourvu de sollicitude dans la direction de la porte de la chambre à coucher. Elle était fermée. « Je crois qu'il est au lit et qu'il dort, » dit-il. Il était 7 heures du soir, et ce jour d'été avait été magnifique. Mais le docteur Watson était suffisamment familiarisé avec les heures irrégulières de son vieil ami pour ne pas éprouver la moindre surprise. Autrement dit, il a une affaire en train. « Oui, monsieur, une affaire sur laquelle il vient de travailler dur. Je suis inquiet pour sa santé. Il pâlit. Il maigrit. Il ne mange pas. »« Quand vous plaira-t-il de dîner, monsieur Holmes ?» a demandé madame Watson. « À 7h30, après-demain, » a-t-il répondu. « Vous savez comment il est quand une affaire le préoccupe. »« Oh oui, je sais, Billy. Il file quelqu'un. Hier, il est sorti. On aurait dit un ouvrier à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, il s'est déguisé en vieille femme. Je me suis presque laissé attraper. Pourtant, je devrais le reconnaître maintenant. » Billy désigna en souriant une immense ombrelle appuyée contre le canapé. « Elle faisait partie de l'ensemble de la vieille dame, ajouta-t-il. « Mais de quel genre d'affaires s'agit-il » Billy baissa la voix comme s'il allait confier un grand secret d'État. « Ça ne me gêne pas de vous le dire, monsieur, mais ceci doit rester entre nous. C'est l'affaire du diamant de la couronne. »« Quoi ? Le vol du joyau qui vaut dans les 100 000 livres sterling ? » ?»« Oui, monsieur. Il faut le récupérer, monsieur. Comprenez, nous avons eu ici le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, assis sur ce canapé même. Monsieur Holmes les a reçus très gentiment. Il les a tout de suite mis à l'aise, et il a promis de faire tout son possible. Puis il y a eu ce Lord Cantalmer. Ah, oui, monsieur, vous savez ce que ça veut dire. Un type plutôt rigide, si j'ose m'exprimer ainsi. Je m'entends bien avec le Premier ministre. Je n'ai rien contre le ministre de l'Intérieur, qui me fait l'impression d'être un homme obligeant, courtois, mais ce Lord, je ne peux pas le supporter.
Et Monsieur Holmes est comme moi, monsieur. Vous voyez? Il ne croit pas, Monsieur Holmes, et il était opposé à ce qu'on l'emploie. Il serait bien content qu'il échoue. Et Monsieur Holmes le sait? Monsieur Holmes sait toujours tout ce qu'il y a à savoir. Eh bien, nous espérons qu'il n'échouera pas et que ce Lord Cantalmer sera confondu. Mais dites-moi, Billy, à quoi sert ce rideau tendu devant la fenêtre? Monsieur Holmes l'a installé il y a 3 jours. Nous avons mis quelque chose d'amusant derrière. Billy avança et tira la draperie qui masquait l'alcôve de la fenêtre en saillie. Le docteur Watson ne put réprimer un cri de stupéfaction. Était apparue une reproduction grandeur nature de son vieil ami en robe de chambre. La figure tournée de 3/4 vers la fenêtre en regardant en bas, comme s'il lisait un livre invisible, tandis que le corps était enfoncé dans un fauteuil. Billy détacha la tête et la tint en l'air à bout de bras. Nous la disposons selon les angles différents, afin qu'elle soit plus vivante. Je n'oserais pas la toucher si le store n'était pas baissé. Mais quand il est levé, vous pouvez voir le faux Monsieur Holmes de l'autre côté de la rue. Une fois déjà, nous nous sommes servis de ce truc-là. Pas de mon temps, dit Billy. Il releva le store pour regarder dans la rue. Il y a des gens qui nous épient là-bas. Je distingue un type qui est à la fenêtre. Regardez vous-même. Watson avait avancé d'un pas quand la porte de la chambre s'ouvrit pour laisser passer la longue silhouette mince de Holmes. Il avait le visage pâle et tiré, mais le pas aussi alerte que d'habitude. D'un bond, il fut à la fenêtre et baissa le store. « Ça suffit, Billy, dit-il. Vous étiez en danger de mort, mon garçon. Je ne peux pas encore me passer de vous. Alors, Watson, c'est bon de vous revoir dans ce vieil appartement. Vous arrivez à un point critique. C'est ce qui me semblait. Vous pouvez disposer, Billy. Ce garçon pose un problème, Watson. Jusqu'à quel point ai-je raison de l'exposer au danger? Danger de quoi, Holmes? De mort subite, je m'entends à quelque chose pour ce soir. À quoi vous attendez-vous? À être assassiné, Watson. Allons vous plaisanter. Le sens limité de l'humour qui m'est imparti pourrait, je vous assure, engendrer de meilleures plaisanteries que celle-là. Mais en attendant ma mort, un peu de confort n'est pas interdit, n'est-ce pas? L'alcool est-il prohibé? Le gazogène et les cigares sont à leur vieille place. Ah, laissez-moi vous regarder assis une fois de plus dans votre fauteuil préféré. Vous n'avez pas appris, j'espère, à mépriser ma pipe et mon lamentable tabac. C'est pour remplacer mes repas ces jours-ci. Mais pourquoi n'avez-vous pas mangé? Parce que les facultés s'aiguisent quand vous les faites jeûner. Voyons, mon cher Watson, en tant que médecin, vous admettez bien que ce que votre digestion fait gagner à votre sang est autant de perdu pour votre cerveau. Je suis un cerveau, Watson. Le reste de mon individu n'est que l'appendice de mon cerveau. Donc c'est le cerveau que je dois servir, d'abord. Mais ce danger, Holmes. Ah oui, pour le cas où la menace se réaliserait, il vaudrait peut-être mieux que vous encombriez votre mémoire du nom et de l'adresse de l'assassin. Vous pourrez les communiquer à Scotland Yard, avec mes affections et ma bénédiction. Il s'appelle Silvius, comte Negretto Silvius. Écrivez le nom, mon vieux, écrivez-le. 136 Moorside Gardens, NW. Ça y est, l'honnête visage de Watson était tourmenté par l'angoisse. Il ne connaissait que trop bien les risques immenses que prenait Holmes, et il se doutait que cette confidence était plutôt au-dessous qu'au-delà de la vérité. Watson était toujours porté à l'action. Il saisit l'occasion qui se présentait. Comptez-moi dans le jeu, Holmes. Je n'ai rien à faire pendant 48 heures. Votre moralité ne progresse pas, Watson. À tous vos autres vices. Voilà que vous avez ajouté le mensonge. Vous avez manifestement l'air d'un médecin très pris, appelé à toute heure du jour et de la nuit, par des malades. Pas à ce point. Mais ne pouvez-vous pas faire arrêter cet individu? Si, Watson, je pourrais le faire arrêter. Voilà ce qui lui déplaît tellement. Mais pourquoi ne le faites-vous pas arrêter alors? Parce que j'ignore où est le diamant. Ah, Billy m'en a parlé, le joyau manquant de la couronne. Oui, la grosse pierre jaune de Mazarin. J'ai lancé mon filet et j'ai mes poissons. Mais je n'ai pas la pierre. Alors à quoi bon les prendre? Certes, le monde serait meilleur si nous les mettions hors d'état de nuire. Mais il ne m'intéresse pas, c'est le diamant que je veux. Et ce comte Silvius est l'un de vos poissons? Oui, c'est un requin. Il mord. L'autre est Sam Merton, le boxeur. Pas un mauvais type, ce Sam, mais le comte s'en est servi. Sam n'est pas un requin. C'est un grand goujon stupide
à tête ronde, mais il fait quand même de gros sauts dans mon filet. Où est ce comte Silvius? Je me suis trouvé ce matin au coude à coude avec lui. Vous m'avez déjà vu en vieille dame, Watson. Jamais je n'ai été plus séduisant que ce matin. Il m'a même tenu un moment. Mon ombrelle, avec votre permission, madame, m'a-t-il dit, à moitié italien, vous savez, et il a toute la grâce méridionale dans les manières quand il est de bonne humeur. Mais dans l'humeur opposée, il est le diable incarné. La vie est pleine de fantaisie, Watson. Ça aurait pu être une tragédie. Ma foi, peut-être, je l'ai suivi jusqu'à la boutique du vieux Strobenzi. Strobenzi a fabriqué un fusil avant. Un très joli joujou, je crois. Et j'ai tout lieu de penser que le dit fusil est placé dans la fenêtre d'en face à l'heure actuelle. Avez-vous vu le mannequin, bien sûr? Billy vous l'a montré, hein, bien? Il peut recevoir à tout moment une balle dans sa magnifique tête. Ah, Billy, qu'y a-t-il? Le groom était entré en portant une carte de visite sur un plateau. Holmes la regarda en haussant le sourcil et sourit d'un air amusé. Silvius sans personne, je ne m'y attendais guère. Il prend le tison par là où il brûle, Watson. Il ne manque pas d'aplomb. Vous le connaissez peut-être de réputation comme chasseur de gros gibier. En vérité, ce serait une conclusion triomphale à son tableau de chasse s'il m'ajoutait à sa liste. Voilà la preuve qu'il sent mon orteil sur ses talons. Faites venir la police. Oh, je la ferai venir sans doute, mais pas encore. Voudriez-vous regarder précautionneusement par la fenêtre, Watson? Ne voyez-vous personne qui flâne par là? Watson souleva hardiment le bord du rideau. Ici, il y a un costaud près de la porte. Sam Merton, le fidèle mais stupide Sam. Où est ce gentleman, Billy? Dans le salon d'attente, monsieur. Quand je sonnerai, faites-le monter. Oui, monsieur. Si je ne suis pas dans cette pièce, introduisez-le quand même. Oui, monsieur. Watson attendit que la porte fût close pour se retourner vers son compagnon. Attention, Holmes, voici qui est tout bonnement impossible. Il s'agit d'un homme prêt à tout, qui ne reculerait devant rien. Il vient peut-être vous tuer. Cela ne m'étonnerait pas. J'insiste pour demeurer près de vous. Vous gêneriez terriblement. Je le gênerai? Non, mon cher ami, vous me gênerez. Voyons, je ne peux pas vous quitter, Holmes. Si, Watson, vous pouvez, et vous me laisserez, car vous avez toujours joué le jeu, et je suis sûr que vous le jouerez jusqu'au bout. Cet homme est venu pour un motif bien à lui, mais il se peut qu'il y reste pour un motif à moi. Holmes prit son calepin et griffonna quelques lignes. Prenez un fiacre et allez à Scotland Yard. Vous remettez ceci à Dougal, du département des recherches criminelles. Revenez avec la police, l'arrestation du comte suivra. Avec joie, Holmes. Avant votre retour, j'aurai peut-être juste le temps de découvrir où est la pierre. Il sonna. Je crois que nous passerons dans la chambre. La deuxième issue est très utile dans certains cas. Et puis, j'aime voir mon requin sans qu'il ne me voie. Vous savez que j'y réussis assez bien quand je veux. Ce fut donc dans cette pièce vide que Billy, quelques instants plus tard, introduisit le comte Silvius, le célèbre chasseur sportsman des hommes du monde. Il était gros, basané, pourvu d'une formidable moustache noire qui protégeait une bouche cruelle aux lèvres minces et que surplombait un long nez recourbé en bec d'aigle. Il était assez bien habillé avec sa cravate brillante, son épingle étincelante, ses bagues flamboyantes qui produisaient trop d'effet. Quand la porte se ferma derrière lui, il inspecta les lieux d'un regard farouche, perçant, comme s'il soupçonnait un piège dans chaque meuble. Il sursauta violemment quand il vit la tête impassible et le buste de la robe de chambre qui émergeait du fauteuil devant la fenêtre. D'abord sa figure n'exprima que la stupéfaction. Puis la lueur d'un espoir horrible éclaira ses yeux, sombres et meurtriers. Il jeta un regard rapide autour de lui, pour être sûr qu'il n'y avait pas de témoin, et puis sur la pointe des pieds, sa lourde canne à demi levée, il s'approcha de la silhouette immobile. Il était en train de se ramasser pour prendre son élan et frapper, quand une voix froide, sardonique, l'interpella par la porte ouverte de la chambre à coucher. « Ne le cassez pas, comte, épargnez-le !» L'assassin recula surpris. Il releva sa canne comme pour tourner sa violence de la copie vers l'original. Mais dans le regard gris acier et le sourire moqueur, il lut quelque chose qui l'obligea à baisser la main. « C'est une jolie petite œuvre d'art, fit Holmes, en avançant vers le mannequin de cire.
Tavernier, le modéliste français, en est l'auteur. Il y a aussi un droit pour travailler la cire, que votre ami Strobenzi, pour fabriquer des fusils à vent. Des fusils à vent, monsieur? Que voulez-vous dire? Posez votre chapeau et votre canne sur ce guéridon. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Cela vous gênerait de vous débarrasser de votre revolver? Oh, qu'à cela tienne, si vous préférez vous asseoir dessus. Votre visite tombe à pic, car j'avais diablement envie d'avoir 5 minutes de tranquillité avec vous. Le comte grogna, ses sourcils tombèrent menaçants. Moi aussi je désirais vous parler, Holmes. Voilà pourquoi je suis ici. Je ne nierai pas que j'avais l'intention de vous descendre. Holmes balança ses longues jambes pour poser ses talons sur le bord de la table. J'avais vaguement dans l'idée que votre tête mijotait un projet de ce genre, dit-il. Mais pourquoi me combler de vos attentions particulières? Parce que vous êtes parti en guerre contre moi. Parce que vous avez attaché vos gens à ma personne. Mes gens? Je vous jure que non. Mensonge. J'ai été suivi. Et je les ai fait suivre. C'est un jeu qui peut se jouer à deux, Holmes. Petit détail, comte Silvius, mais peut-être pourriez-vous vous adresser correctement à moi. Certes, avec mon travail routinier, je me trouve soumis à une certaine familiarité avec la moitié des bandits de ce monde. Vous conviendrez que, venant de vous, elle est désobligeante. Très bien donc, monsieur Holmes. Bravo. Mais je vous confirme que vous vous êtes trompé avec mes soi-disant agents. Le comte Silvius eut un rire méprisant. D'autres hommes possèdent un don d'observation égal au vôtre. Hier c'était un vieux chômeur, aujourd'hui une vieille dame. De la journée, ils ne m'ont pas quitté d'une semelle. Vraiment, monsieur, vous me flattez. Le vieux baron Dawson a dit à mon sujet, la veille du jour où il fut pendu, que ce que la loi avait gagné, la scène l'avait perdu. Et à votre tour, voici que vous donnez à mes petits déguisements une louange si agréable. C'était vous, vous-même? Holmes haussa les épaules. Vous pouvez voir dans ce coin l'ombrelle que vous m'avez si galamment tenue avant que vous n'ayez soupçonné quoi que ce soit. Si j'avais su, jamais je ne serais rentré chez moi, n'est-ce pas? Oh, je le savais bien. Nous laissons tous échapper des occasions, et nous les regrettons ensuite. Mais le fait est que vous ne m'avez pas reconnu, et nous voici face à face. Les sourcils du comte s'avancèrent plus pesamment au-dessus de ses yeux menaçants. Ce que vous dites ne fait qu'envenimer les choses. Il ne s'agissait pas d'agents à vous, mais de vous. Vous convenez que vous m'avez suivi. Pourquoi? Du calme, comte. Vous avez pris l'habitude de tuer des lions en Afrique. Eh bien, mais pourquoi? Pourquoi? Le sport, le plaisir, le danger. Et aussi sans doute pour libérer le pays d'un fléau. Exactement. Voilà un excellent résumé de mes motifs. Le comte sauta en l'air. Sa main se dirigea involontairement vers sa poche revolver. Asseyez-vous, monsieur, j'avais une autre raison, une raison plus pratique. Il me faut ce diamant jaune. Le comte Silvius s'adossa avec un mauvais sourire. Je vous donne ma parole, fit-il. Vous saviez que c'était la raison pour laquelle je vous filais. Le véritable motif de votre venue ici ce soir est de savoir ce que je sais sur l'affaire, et si ma suppression est absolument nécessaire. Eh bien, je reconnais volontiers que, de votre point de vue, ma suppression est absolument indispensable, car je sais tout, sauf une petite chose que vous allez me dire. Tiens, qu'est-ce donc, je vous prie, cette petite chose? Où se trouve actuellement le diamant de la couronne? Le comte lança un regard âpre vers son interlocuteur. Ah, vous voulez savoir, hein? Eh bien, comment diable voulez-vous que je vous renseigne? Vous le pouvez et vous le ferez. Vraiment? Vous ne pouvez pas me bluffer, comte Silvius. Les yeux de Holmes qui le fixaient se contractèrent et se rétrécirent. On aurait dit 2 pointes d'acier. Vous êtes absolument une glace sans teint. Je lis en vous jusqu'au fond de votre âme. Alors vous savez où est le diamant? Holmes battit des mains et leva un doigt ironique. Donc vous le savez. Vous venez de l'admettre. Je n'ai rien admis. Alors, comte, si vous êtes raisonnable, nous pouvons faire affaire, sinon il vous arrivera malheur. Le comte Silvius leva les yeux vers le plafond. Et c'est vous qui parlez de bluff, soupira-t-il. Holmes le regarda pensivement, comme un champion d'échecs qui médite son échec et mat.
Puis il ouvrit le tiroir de la table et sortit un gros carnet. « Savez-vous qui je tiens dans ce livre ?»« Non, monsieur, pas du tout. »« Vous. »« Moi ?»« Oui, monsieur, vous. Vous êtes tout entier ici, par chaque vilainie de votre vie. »« Dieu me pardonne, Holmes, » s'écria le comte, « ma patience a des limites. » « Tout y est, comte, les faits réels concernant la mort de la vieille madame Harold, qui vous avait légué le domaine de Blymer, domaine que vous avez dilapidé au jeu. Vous rêvez. Et toute l'histoire de la vie de mademoiselle Minnie Warrender. Tut, vous ne pouvez rien en faire. Ici, je trouve beaucoup mieux, comte. Par exemple, le vol commis dans le train de luxe de la Riviera, le 13 février 1892. Voici le faux chèque tiré la même année sur le Crédit Lyonnais. Non, là, vous êtes dans l'erreur. Je suis donc dans le vrai pour le reste. Alors, comte, vous êtes un joueur de cartes. Quand votre adversaire possède tous les atouts, vous n'avez plus qu'à jeter vos cartes. Quel est le rapport entre ce bavardage et le joyau dont vous m'avez parlé? Doucement, comte. Modérez votre impatience. Laissez-moi marquer les points à ma manière. Je possède déjà tout cela contre vous. Mais surtout, j'ai un dossier parfait contre vous et votre garde du corps dans l'affaire du diamant de la couronne. Vraiment? J'ai le cocher qui vous a conduit à Whitehall et le cocher qui vous a ramené. J'ai le commissionnaire qui vous a vu près de la vitrine. J'ai Ike Sanders qui a refusé de le débiter pour vous. Ike a mouchardé, la partie est terminée. Les veines se gonflèrent sur le front du comte. Ses mains brunes, poilues, se crispèrent sous l'effet d'une violente émotion. Il essaya de parler, mais les mots ne se façonnèrent pas dans sa bouche. « Voilà la main avec laquelle je joue, » dit Holmes. « J'ai abattu mes cartes sur la table. Il me manque une carte, le roi de carreau. Je ne sais pas où est le diamant. »« Vous ne le saurez jamais. »« Non ? Allons, comte, soyez raisonnable, considérez la situation. Vous allez être sous clé pendant 20 ans. Ça m'étonne également. Que tirerez-vous de votre diamant pendant ce temps-là? Rien du tout. Mais si vous le rendez, eh bien, je pactiserai avec le crime. Nous ne vous voulons pas, ni vous ni Sam. Nous voulons la pierre. Rendez-la nous. Et tout au moins, en ce qui me concerne, vous partirez libre, et vous le resterez tant que vous vous comporterez honorablement dans l'avenir. Si vous commettez une autre faute, tant pis, elle sera la dernière. Mais cette fois, j'ai un mandat de récupérer la pierre. Pas de vous mettre sous les verrous. Et si je refuse? Eh bien, malheureusement, si je n'ai pas la pierre, vous paierez. Billy avait paru en réponse à un coup de sonnette. Je pense, comte, qu'il serait pas mauvais que votre ami Sam assiste à cet entretien. Après tout, ses intérêts sont en jeu. Billy, vous verrez devant la porte un gentleman gros et laid. Priez-le de monter. Et s'il ne veut pas, monsieur? Pas de violence, Billy, ne le brutalisez pas. Si vous lui déclarez que le comte Silvius le réclame, il montera tout de suite. « Qu'allez-vous faire maintenant » interrogea le comte quand Billy eut disparu. « Mon ami Watson vient de me quitter. Je lui ai dit que dans mon filet j'avais un requin et un goujon. Maintenant je lève mon filet, et hop, je les remonte tous les deux. » Le comte s'était dressé, et il avait porté la main à son dos. Holmes fit pointer dans sa direction un objet qui faisait une bosse dans sa poche, dans sa robe de chambre. « Vous ne mourrez pas dans votre lit, Holmes. J'ai eu souvent la même idée. Est-ce si important de mourir dans son lit? Après tout compte, votre propre sortie de ce monde sera plus vraisemblablement verticale qu'horizontale. Mais finissons-en avec ces anticipations morbides. Pourquoi ne pas nous abandonner sans remords aux joies du présent? » Un éclair comme on en voit s'allumer dans les yeux des fauves passa dans le regard du criminel. Plus Holmes se tendait et se préparait à tout, plus il semblait grandir aux yeux de son adversaire. « Il ne sert à rien de chatouiller votre revolver, mon ami, » dit-il d'une voix calme. « Vous savez pertinemment que vous n'oserez pas l'utiliser, même si je vous laissais le temps de tirer. Ce sont des instruments malpropres et bruyants, les revolvers. Tenez-vous-en plutôt au fusil avant. Ah, je crois que j'entends le pas de fait de votre estimable partenaire. Bonjour, monsieur Merton. Vous deviez vous ennuyer dans la rue, n'est-ce pas? » Le boxeur était un jeune homme à lourde charpente, qui avait l'air d'être aussi stupide qu'obstiné. Il demeura gauchement à la porte et regarda autour de lui avec étonnement. Cette attitude débonnaire de Holmes le surprenait. Il se rendait compte confusément qu'elle était hostile, mais il ne savait pas comment la contrer.
Il se tourna vers son camarade. « Qu'est-ce que ça veut dire, comte ? Que nous veut ce type ? Que se passe-t-il » Il avait la voix grave et rauque. Le comte haussa les épaules. Holmes répondit à sa place. « Pour vous résumer la situation, monsieur Merton, je dirais que tout est terminé. » Le boxeur continua à s'adresser à son associé. « Est-ce que ce pigeon essaye d'être drôle ou quoi ? Moi, je n'ai pas envie de rire. »« Je m'en doute, fit Holmes. Je ne peux pas vous assurer que la soirée avancera. Moins vous vous sentirez d'humeur riante. Maintenant, écoutez-moi, comte Silvius. Je suis un homme fort occupé, et je ne peux pas perdre de temps. Je vais dans ma chambre, je vous prie de vous considérer ici comme chez vous, en mon absence. Vous pourrez expliquer la situation à votre ami, sans être gêné par ma présence. Je vais attaquer la barcarolle d'Hoffmann sur mon violon. Dans 5 minutes, je reviendrai pour entendre votre réponse définitive. Vous avez bien saisi l'alternative, n'est-ce pas? Ou vous, ou la pierre. » Holmes se retira en emmenant son violon. Quelques instants plus tard, les premières notes plaintives du plus obsédant de tous les airs jaillirent de l'autre côté de la porte fermée. « Que se passe-t-il donc » interrogea Merton avec anxiété. « Il est au courant pour la pierre ?»« Il est au courant de beaucoup de choses à propos de la pierre. Je me demande s'il ne sait pas tout. Seigneur !» La figure maussade du boxeur blêmit. « Ike Sanders nous a mouchardés. »« Ah, il nous a mouchardés. Je jure que je l'étendrai pour le comte s'il nous a trahis. Ce qui nous aiderait pas beaucoup, il faut que nous décidions ce que nous allons faire. » « Un petit moment, dit le boxeur en regardant d'un air soupçonneux du côté de la porte de la chambre. Ce pigeon est un isolé qui demande qu'on s'occupe de lui. Je suppose qu'il ne nous écoute pas. Comment pourrait-il écouter en jouant du violon? C'est vrai, il y a peut-être quelqu'un derrière un rideau. Je trouve qu'il y a beaucoup de rideaux dans cette pièce. Regardant à droite et à gauche, il l'aperçut pour la première fois, le mannequin à la fenêtre. Il s'arrêta net, trop ahuri pour dire un mot. « Tut, c'est une reproduction de lui, » répliqua le comte. « Un faux, quoi. Eh bien, Madame Tussaud n'en a pas autant. Formidable, c'est craché. Mais ces rideaux, comte, ne perdons pas de temps avec ces rideaux. Il peut nous envoyer au banni, Sam, avec cette pierre. Pour sûr qu'il le peut, si Ike nous a mouchardés. Mais il nous laisse filer si nous lui disons où elle est. Quoi? Renoncer à la pierre? Renoncer à 100 000 livres? C'est l'un ou l'autre. » Merton se gratta la tête. Il est seul ici. Il n'y a qu'à entrer. Une fois débarrassé de lui, nous n'aurons plus rien à craindre. Le comte fit signe que non. Il est armé, il est prêt. Si nous le tuons, comment sortir d'un endroit pareil? Par ailleurs, il est probable que la police est au courant des preuves qu'il a réunies. Tiens, qu'est-ce cela? Un bruit vague sembla venir de la fenêtre. Les 2 hommes écoutèrent, mais tout était calme. En dehors du mannequin assis sur son fauteuil, personne sûrement ne se trouvait dans la pièce. « Quelque chose dans la rue, dit Merton. « Maintenant à vous, patron. C'est vous qui avez la tête. Certainement vous allez trouver un truc pour nous en sortir. Si la pierre ne sert à rien, c'est à vous de le dire. J'ai possédé des types plus forts que lui, dit le comte. La pierre est dans ma poche. Je n'ai pas voulu courir le risque de m'en séparer. Elle est peut-être sortie ce soir d'Angleterre et coupée en 4 morceaux à Amsterdam avant dimanche. Et il n'est pas au courant pour Van Sédar. Je croyais que Van Sédar partait la semaine prochaine. Il devait partir seulement la semaine prochaine. Mais maintenant qu'il faut qu'il parte par le prochain bateau, l'un ou l'autre de nous doit courir avec la pierre à Lime Street et le voir. Mais le fond truqué n'est pas prêt. Qu'il prenne la pierre comme elle est et qu'il court sa chance. Nous n'avons plus un instant à perdre. À nouveau avec le sens du danger qui revient, chez le chasseur un véritable instinct, il s'arrêta et regarda en direction de la fenêtre. Oui, c'était sûrement de la rue qui était venu ce bruit de tout à l'heure. Quant à Holmes, poursuivit-il, nous pouvons le mystifier assez facilement. Cet imbécile ne nous fera pas arrêter s'il ne peut pas récupérer la pierre. Nous le mettrons sur une fausse piste, et avant qu'il s'aperçoive que la piste est fausse, la pierre sera en Hollande, et nous au diable. Pas mal, s'écria Sam Merton. Vous allez partir et dire aux Hollandais qu'ils se dépêchent. Moi, je vais voir cette sangsue, et je l'occuperai avec une fausse confession. Je lui dirai que la pierre est à Liverpool. Oh diable, cette musique, elle me porte sur les nerfs.
Pendant qu'il constatera qu'elle n'est pas à Liverpool, elle sera à Amsterdam et nous sur l'eau bleue. Revenez ici ensuite. Voici la pierre. Je me demande comment vous osez la porter sur vous. Où serait-elle mieux en sécurité? Puisque nous avons pu la voler à Whitehall, quelqu'un d'autre pourrait aussi nous la voler chez moi. Laissez-moi la regarder un peu. Le comte Silvius couvrit son complice d'un regard peu flatteur et dédaigna la main malpropre qui se tendait vers lui. Eh bien, vous croyez que je vais la garder pour moi, dis donc? Mystère, je commence à être un peu fatigué de vos manières. Allons, Sam, je ne voulais pas vous froisser. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'une querelle en ce moment. Mettez-vous près de la fenêtre, et si vous voulez voir convenablement le joyau, levez-le à la lumière, là. Merci. D'un bond, Holmes avait sauté du fauteuil du mannequin et s'était emparé du précieux joyau. Il le tenait dans une main et de l'autre il pointait un revolver vers la tête du comte. Les deux bandits reculèrent, stupéfaits. Avant qu'ils se fussent repris, Holmes avait sonné. « Pas de violence, messieurs, aucune violence, s'il vous plaît. Respectez mes meubles, votre situation est sans issue et la police attend en bas. » La stupéfaction du comte l'emporta sur la peur et la colère. « Mais comment diable ?» balbutia-t-il. « Votre surprise est tout à fait normale. Vous ne saviez pas qu'une deuxième porte de ma chambre ouvrait derrière ce rideau. J'ai eu peur que vous m'ayez entendu quand j'ai déplacé le mannequin, mais la chance était avec moi, ce qui m'a donné l'occasion d'écouter votre conversation distinguée, laquelle aurait été contrariée si vous vous étiez douté de ma présence. » Le comte fit un geste de résignation. « Nous vous donnons gagnant, Holmes. Je crois que vous êtes le diable en personne. »« Sinon lui, du moins un de ses proches parents, » répondit Holmes avec un petit rire. L'esprit lent de Sam Merton commençait à réaliser la situation. Comme ses pas pesants se faisaient entendre dans l'escalier, il rompit enfin le silence. « Un drôle de flic, fit-il. Mais je ne comprends pas, cette rengaine, je l'entends encore. »« Vous avez parfaitement raison, » répondit Holmes. Le violon continue à jouer. Ces gramophones modernes sont une invention remarquable. La police fit irruption. Les menottes se refermèrent sur les poignets des criminels. Ceux-ci furent emmenés vers le fiacre qui attendait en bas. Watson demeura avec Holmes et le complimenta sur le nouveau laurier qu'il venait d'ajouter à sa couronne. Mais leur conversation fut interrompue par l'imperturbable Billy qui entra avec une carte de visiteur sur un plateau. « Lord Catelmer, monsieur. »« Faites-le monter, Billy. Voici le père éminent qui représente de très hauts intérêts, » dit Holmes. « C'est un excellent personnage très royal, mais qui date légèrement. L'assouplirons-nous un peu? Oserons-nous prendre avec lui quelques libertés? Il ne sait certainement pas ce qui vient de se passer. » La porte s'ouvrit sur un homme maigre au visage austère, taillé à coups de hache, paré d'énormes favoris noirs, mi-victoriens, qui s'harmonisaient assez mal avec les épaules voûtées et la taille mince. Holmes s'avança avec affabilité et serra une main molle. « Comment allez-vous, Lord Catelmer? Il fait frais pour cette époque de l'année, mais dans un appartement, la température est assez douce. Voulez-vous retirer votre manteau? »« Non, merci, je le garde sur moi. » Holmes posa une main insistante sur la manche. « Je vous en prie, permettez-moi. Mon ami le docteur Watson vous dirait que ces changements de température sont des traîtres. » Sa seigneurie se libéra avec quelque impatience. « Je suis très bien, monsieur. D'ailleurs, je ne reste pas, je suis simplement entré pour savoir si votre enquête progressait. »« Elle est difficile, monsieur, très difficile. Je pensais bien que vous la trouveriez difficile. » Le ricanement perçait sous ces paroles et l'attitude du vieux courtisan. « Chacun d'entre nous découvre ses limites, monsieur Holmes. Mais au moins cette découverte guérit-elle d'une faiblesse humaine, la satisfaction de soi-même. Oui, monsieur, je suis très embarrassé. Je n'en doute point, spécialement sur un point. Peut-être consentiriez-vous à m'aider? Vous me demandez conseil un peu tard aujourd'hui. Je croyais que vos méthodes suffisaient à tout. Toutefois, je suis disposé à vous aider. Voyez-vous, Lord Catelmer, nous pourrons sans aucun doute constituer un dossier contre ces voleurs, quand vous les aurez pris. En effet, mais la question qui se pose est comment opérerons-nous contre le receleur? N'est-ce pas un peu prématuré? Il vaut mieux que nos plans soient tout prêts. À votre avis, quelle preuve pourrait être considérée comme formelle contre le receleur? Quelle preuve?
Eh bien, qu'il ait réellement la pierre en sa possession. Cela vous paraît suffisant pour le faire arrêter? Naturellement. Holmes riait rarement, mais cette fois il approcha vraiment du gros rire. En ce cas, mon cher monsieur, je vais être sous la pénible nécessité de vous arrêter. Lord Catelmer se mit très en colère. Ses joues creuses se colorèrent de vieilles flammes qu'on aurait pu croire irrévocablement éteintes. Vous prenez de grandes libertés, monsieur. En 50 années de vie officielle, je ne me souviens pas d'une audace analogue à la vôtre. Je suis fort occupé, monsieur, engagé dans des affaires importantes. Je n'ai ni le goût ni le temps de plaisanter stupidement. Je tiens à vous dire, monsieur, que je n'ai jamais cru en vos facultés et que j'ai toujours considéré que l'affaire aurait été mieux menée par la police régulière. Votre comportement confirme toutes mes conclusions. J'ai l'honneur, monsieur, de vous souhaiter le bonsoir. Avec vivacité, Holmes s'était déplacé et il s'était interposé entre le père et la porte. « Un moment, monsieur, lui dit-il. Partir pour de bon avec la pierre de Mazarin serait un crime beaucoup plus grave que d'être trouvé en sa possession provisoire. Monsieur, voici qui est intolérable. Laissez-moi partir. » Plongez la main dans la poche droite de votre manteau. Que voulez-vous insinuer, monsieur? Allons, allons, faites ce que je vous dis. Dans la minute qui suivit, le père demeura pétrifié, clignant des yeux et bégayant avec la grosse pierre jaune dans la paume de sa main tremblante. « Comment? Quoi? Monsieur Holmes? »« C'est trop fort, Lord Catelmer. Trop violent, n'est-ce pas? » s'écria Holmes. « Mon vieil ami Watson vous dira que les farces sont chez moi une habitude impie. Et puis, je ne résiste jamais au plaisir de créer une situation dramatique. J'ai pris la liberté, une très grande liberté, j'en convainc, de mettre la pierre dans votre poche au tout début de notre entretien. » Le vieux lord regarda le visage souriant de Holmes. « Monsieur, je suis émerveillé, mais c'est bien la pierre de Mazarin? Nous sommes grandement vos débiteurs, monsieur Holmes. Votre sens de l'humour peut, comme vous avez bien convenu, être un tant soit peu déplacé, et ces manifestations remarquablement hors de propos. Du moins, je retire tout ce que j'ai pu dire sur vos stupéfiantes qualités professionnelles. Mais comment? Les détails attendront. Je ne doute pas, Lord Catelmer, que le plaisir que vous prendrez à raconter l'heureuse issue de cet incident dans les milieux supérieurs que vous allez retrouver rachètera quelque peu cette mauvaise plaisanterie. Billy, voulez-vous reconduire sa seigneurie et avertir Madame Hodgson que je serais heureux si elle nous montait le plus tôt possible un dîner pour deux. Fin. L'histoire s'intitule « La pensionnaire voilée ». Si l'on veut bien songer que M. Sherlock Holmes a exécuté son activité pendant 23 ans et que pendant 17 de ces 23 ans, j'ai pu collaborer avec lui et prendre des notes sur ses exploits, on conviendra que je dispose d'une masse considérable de documents. Le problème n'est donc pas de trouver, mais de choisir. Voici, par exemple, la longue rangée des agendas qui remplit toute une étagère, et voici des malles et des valises bourrées de papier, de quoi ravir non seulement l'étudiant en criminologie, mais aussi tous les amateurs de scandales sociaux et officiels de la fin de l'ère victorienne. Mais que se rassurent les auteurs de lettres angoissées, qui nous supplient de ne pas compromettre l'honneur de leur famille ni la réputation des aïeux célèbres, ils n'ont rien à craindre. La discrétion et le sentiment élevé de ses devoirs professionnels, qui ont toujours animé mon président, à notre choix, aucun abus de confiance ne sera commis. Toutefois, je désapprouve formellement de récentes tentatives en vue de s'emparer et de détruire ces papiers. Je connais leur origine, je suis autorisé par M. Holmes à déclarer que si elle se renouvelle, toute l'histoire du politicien, du phare et du cormoran sera livrée à la curiosité du public. À bon entendeur, salut. Il serait déraisonnable de supposer que chacune des affaires que traita Holmes lui fournit l'occasion de déployer les dons exceptionnels d'intuition et d'observation que je me suis efforcé de mettre en lumière. Tantôt il devait se donner beaucoup de mal pour cueillir le fruit, tantôt il n'avait qu'à se baisser pour le ramasser. Mais c'est souvent dans les affaires qui le mirent le moins en évidence que nous entrevîmes des tragédies humaines particulièrement terribles.
Je vais en analyser une. J'ai légèrement modifié les noms et les lieux, mais je rapporterai les faits sans rien y changer. Un matin de la fin de l'année 1896, je reçus un billet pressant de M. Holmes, réclamant ma présence à Baker Street. Quand j'arrivai, je le trouvais assis dans une atmosphère lourde de fumée et de tabac, en face d'une femme assez mûre qui avait le type conventionnel de la logeuse londonienne. « Voici Madame Merrilow, de South Brixton, » prononça mon ami. « La fumée ne dérange pas Madame Merrilow. Aussi, Watson, si vous voulez vous livrer à ce vice abominable. Madame Merrilow a une histoire intéressante à nous conter. Et cette histoire peut fort bien avoir des développements à propos desquels votre présence serait utile. À votre disposition. Vous comprenez, Madame Merrilow, que si je vais voir Madame Ronder, je préfère avoir un témoin. Vous aurez à l'en persuader avant notre visite. Que Dieu vous bénisse, monsieur Holmes, s'écria la logeuse. Elle désire tant vous voir que vous pourriez vous faire accompagner de tout le quartier. Nous irons donc au début de l'après-midi. Voyons si nous possédons tous les éléments du problème. En repassant notre leçon, nous aiderions le docteur Watson à réaliser la situation. Vous dites que Madame Ronder est votre pensionnaire depuis 7 ans et que vous n'avez vu qu'une fois sa figure. Ça a été une fois de trop, monsieur Holmes. Elle était, je crois, horriblement abîmée. Mon Dieu, monsieur Holmes, on pourrait à peine dire que c'était une figure. Notre laitier l'a aperçue une fois, qui regardait par la fenêtre. Il en a laissé tomber son seau, et tout le lait s'est répandu dans le jardin. Voilà le genre de figure qu'elle a. Quand je l'ai vue, elle ne s'était pas doutée que j'entrais chez elle. Elle s'est rapidement couvert le visage et elle m'a dit « Maintenant, Madame Merrilow, vous comprenez enfin pourquoi je ne lève jamais mon voile. Connaissez-vous quelque chose sur son passé? Rien du tout. Quand elle est arrivée, vous a-t-elle fourni des références? Non, monsieur, mais elle m'a réglé comptant et une partie d'avance, sans discuter les conditions. Par les temps que nous vivons, une pauvre femme comme moi ne peut s'offrir le luxe de tourner le dos à une chance pareille. Vous a-t-elle dit pourquoi elle avait choisi votre maison? Ma maison est située assez loin de la route, et elle est plus isolée que beaucoup. Et puis je n'ai qu'une pensionnaire et suis sans famille. Je crois qu'elle en avait essayé d'autres et que la mienne lui a convenu davantage. C'est une sorte de retraite qu'elle recherche. Elle est disposée à payer pour l'avoir. Vous dites qu'elle n'a jamais montré son visage, sauf une seule fois, en une occasion fortuite. Eh bien, c'est assez extraordinaire. Je ne m'étonne pas que vous vouliez savoir de quoi il s'agit. Oh, ça m'est égal, monsieur Holmes. Moi, du moment que je reçois mon loyer, impossible de trouver un locataire plus tranquille et qui vous donne moins d'embarras. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé? Sa santé, monsieur Holmes, elle dépérit. Et elle garde quelque chose de terrible dans la tête. C'est un meurtre, un assassinat, crie-t-elle. Et je l'ai entendu une fois, « Bête féroce, monstre !» qu'elle criait. C'était la nuit. Sa voix se répercutait dans toute la maison. J'en avais des frissons. Alors je suis allé voir le lendemain et je lui ai dit « Madame Ronder, si vous avez quelque chose qui vous trouble l'âme, il y a le curé et il y a la police. De l'un des deux, vous devriez tirer assistance. » Elle m'a répondu « Pour l'amour de Dieu, pas la police, et le curé ne pourrait rien changer au passé. » Et puis elle a ajouté « Tout de même, je serais soulagée si quelqu'un connaissait la vérité, avant que je ne meure. » Alors j'ai dit « Si vous ne voulez pas de la police officielle, il y a ce monsieur détective dont tout le monde parle. Je vous demande pardon, monsieur Holmes, elle a sauté sur l'idée. C'est l'homme qu'il me faut. Comment n'ai-je pas pensé à lui avant? Faites-le venir, Madame Merrilow. Et s'il ne veut pas se déranger, dites-lui que je suis la femme de Ronder, le dompteur. Dites-lui et communiquez-lui le nom d'Abbas Parva. » Elle m'a écrit le nom et elle a conclu. Cela le fera venir, s'il est bien tel que je me le représente. Et j'irai, fit Holmes, très bien, Madame Merrilow. J'aimerais avoir une petite conversation avec le docteur Watson. Elle nous mènera jusqu'à l'heure du déjeuner. Vers 3 heures, nous serons chez vous, à Brixton.
À peine notre visiteuse avait-elle quitté la pièce que Sherlock Holmes bondit avec une énergie farouche sur la pile des recueils de faits notables qu'il entassait par terre dans un coin. Pendant quelques minutes, le bruit des pages qu'il feuilletait emplit le salon. Un grognement de satisfaction m'apprit qu'il avait mis la main sur ce qu'il cherchait. Il était si énervé qu'il ne prit pas la peine de se relever. Il s'assit sur le plancher comme un étrange Bouddha, jambes croisées et entouré de gros livres, dont l'un était ouvert sur ses genoux. L'affaire à l'époque me tourmenta, Watson. Voici mes notes marginales qui sont là pour en témoigner. J'avoue que je n'ai rien pu en tirer, et pourtant j'étais convaincu que le coroner se trompait. Avez-vous gardé le souvenir de la tragédie d'Abbas Parva? Pas le moindre, Holmes. Et cependant, en ce temps-là, vous viviez avec moi. Mais mon impression personnelle a dû être très superficielle, puisqu'on n'a rien pu établir et que, d'ailleurs, aucune des parties n'avait loué mes services. Peut-être voudriez-vous lire les journaux. Si plutôt vous faisiez le point. Ce sera facile. Les faits vont vous revenir. Ronder était un personnage connu, rival de Wombwell et de Sanger, l'un des plus grands directeurs de ménagerie en son temps. Mais il se mit à boire. Son cirque et lui étaient sur le déclin quand survint la tragédie. La troupe s'était arrêtée pour un soir à Abbas Parva, petit village de Berkshire. Elle se dirigeait vers Wimbledon, voyageait par la route. Et elle avait campé simplement sans monter un spectacle, car il y avait si peu d'habitants à Abbas Parva qu'elle n'aurait pas couvert les frais d'une représentation. Parmi les bêtes, il y avait un très beau lion d'Afrique du Nord, Sahara King. Ronder et sa femme avaient l'habitude de l'exhiber dans sa cage. Voici une photographie prise au cours d'une représentation. Vous observez que Ronder était un colosse très porcin, tandis que sa femme était remarquablement belle. L'enquête établit que Sahara King avait manifesté certaines velléités inquiétantes, mais selon la coutume, la familiarité avec les fauves entraîna une confiance excessive et ils ne tinrent pas compte de ces symptômes. Chaque nuit, Ronder ou sa femme allaient nourrir le lion. Parfois l'un des deux y allait seul, parfois ils se dérangeaient tous les deux, mais jamais ils ne permirent à quelqu'un de les remplacer. Ils croyaient en l'effet que tant qu'ils seraient ses nourriciers, le lion les considérerait comme les bienfaiteurs et ne les molesterait jamais. Ce soir-là, il y a 7 ans, ils se rendirent tous deux dans la cage. Un accident épouvantable se produisit. Ces détails n'ont jamais été tout à fait éclaircis. Il semble que toute la caravane ait été réveillée vers minuit par les rugissements du fauve et les hurlements de la dompteuse. Les divers valets et employés se précipitèrent hors de leur tente avec des lanternes. Un spectacle affreux les attendait. Ronder gisait, le crâne fracassé, avec de profondes traces de griffes en travers de son cuir chevelu. À quelques 10 mètres de la cage, qui était ouverte près de la porte, Madame Ronder était allongée sur le dos. Le fauve était accroupi et grondait au-dessus d'elle. Il lui avait déchiré le visage avec une telle cruauté qu'il paraissait impossible qu'elle pût survivre à ses blessures. Plusieurs artistes de cirque, conduits par Leonardo l'Hercule et Griggs le clown, écartèrent le lion avec des bâtons, le repoussèrent dans sa cage et l'y renfermèrent. On supposa que les rendeurs avaient voulu pénétrer dans la cage, mais que lorsque la porte avait été ouverte, le fauve avait bondi sur eux. L'enquête ne révéla rien d'autre, sinon que la dompteuse ne cessait de hurler dans son délire « Lâche, le lâche !» tandis qu'on la transportait à sa roulotte. 6 mois s'écoulèrent avant qu'elle fût en état de témoigner, mais l'enquête avait déjà été close sur un verdict de mort par accident. Quelle autre hypothèse pouvait être retenue? M'exclamai-je. Certes, et pourtant quelques petits détails troublèrent le jeune Edmonds, de la police de Berkshire. Un garçon bien celui-là. Depuis, il a été envoyé à Allahabad. Voilà comment je m'intéressais à l'affaire. Il passa par ici, nous fûmes quelques pipes au-dessus du dossier. Un maigre avec des cheveux jaunes? Oui, j'étais sûr que vous vous remettriez sur la piste. Mais par quoi était-il troublé? Eh bien, tous les deux, nous avons été troublés. C'était diablement difficile de reconstituer l'affaire.
Placez-vous au point de vue du lion. Il est libéré. Que fait-il? Il s'élance. Une demi-douzaine de bonds en avant l'amène sur Rondeur. Rondeur fait demi-tour pour s'enfuir. Les traces des griffes sont situées sur le derrière de sa tête. Mais le lion le fait rouler sur le sol. Et voilà qu'au lieu de continuer à foncer, à s'évader, il revient sur la dompteuse qui était restée près de la cage. Il la renverse et la défigure. Puis encore, il est à les hurlements de madame Rondeur, qui semble reprocher à son mari une certaine défaillance. Mais qu'aurait pu tenter le pauvre diable pour la secourir? Voyez-vous la difficulté? Très bien. Il y a aussi un autre détail qui me revient à l'esprit, pendant que je revis toute cette histoire. On a plus ou moins la preuve qu'au moment où le lion rugissait et la femme hurlait, un homme a poussé des cris de terreur. Rondeur, sans doute. Ma foi, avec le crâne fracassé, il y avait peu de chance pour qu'on entendît sa voix. 2 témoins au moins ont certifié que des cris d'homme se mêlaient aux cris de la dompteuse. Je suppose que tout le monde devait crier et hurler. Quant au reste, j'ai peut-être une explication à vous offrir. Je serais ravi de l'entendre. Les 2 dompteurs étaient ensemble, à 10 mètres de la cage. Quand le lion est sorti, l'homme a voulu s'enfuir et a été abattu. La femme a conçu l'idée qu'elle pourrait rentrer dans la cage et s'y enfermer. C'était son unique refuge. Elle a essayé. Au moment où elle arrivait à la porte, le fauve a bondi sur elle et l'a jetée par terre. Elle en voulait à son mari parce qu'il avait encouragé la fureur du fauve en tentant de fuir. S'il lui avait fait face, peut-être l'aurait-il impressionné, d'où ces cris de « lâche ». Très brillant, Watson. Une seule paille dans votre cristal. Laquelle? S'ils se trouvaient tous les 2 à 10 mètres de la cage, comment le lion serait-il sorti? Ils avaient peut-être un ennemi qui aurait entrouvert la porte. Et pourquoi le fauve les aurait-il attaqués sauvagement alors qu'il les connaissait bien, qu'il jouait avec eux dans la cage? Le même ennemi l'avait peut-être rendu préalablement furieux. Holmes demeura pensif pendant quelques instants. Ma foi, Watson, votre thèse peut s'étayer sur certains faits. Rondeur avait beaucoup d'ennemis. Edmonds m'a dit que, lorsqu'il avait bu, il était terrible. Ce colosse chassait à coups de fouet tous ceux qui osaient lui résister. Je suppose que des cris que nous a rapportés madame Merylo, ces cris de monstre, étaient des réminiscences nocturnes concernant son cher défunt. Toutefois, sont futiles, puisque nous ne connaissons pas les faits. Sur le buffet, Watson, il y a une perdrix en gelée et une bouteille de Montrachet. Restaurons nos énergies avant de faire appel à elle. Quand notre fiacre nous déposa devant la maison de madame Merylo, la logeuse vint bloquer de sa silhouette majestueuse la porte de sa modeste demeure. Il était évident qu'elle craignait de perdre une pensionnaire intéressante. Aussi nous supplia-t-elle, avant de nous laisser monter, de ne rien dire ni faire qui pût aboutir à un résultat aussi affligeant. L'ayant rassurée, nous la suivîmes dans l'escalier, recouvert d'un méchant tapis, et elle nous introduisit chez sa locataire mystérieuse. La pièce sentait le moisi et le renfermait. Elle était mal aérée. Après avoir gardé des fauves en cage, la pensionnaire semblait, par l'effet d'une quelconque revanche du destin, était devenue à son tour une bête en cage. Elle s'assit sur un fauteuil, branlant, dans le coin le plus sombre. De longues années d'inaction avaient engraissé sa silhouette. Mais elle avait dû être fort belle, car son corps était encore plein et voluptueux. Un voile noir très épais recouvrait son visage, fendu à la hauteur de la lèvre supérieure. Il nous permit néanmoins de voir une bouche parfaite, un menton à l'ovale délicat. Certainement, elle avait été une femme remarquable. Sa voix bien modulée ne manquait pas d'agrément. « Mon nom ne vous est pas inconnu, monsieur Holmes, dit-elle. Je pensais que vous viendriez. C'est exact, madame, mais je ne sais pas comment vous pouvez vous douter que je me suis intéressé à votre affaire. Je l'ai appris quand j'ai été rétabli et quand j'ai été interrogé par M. Edmonds, le policier du comté. Je crains de lui avoir menti, peut-être aurais-je dû mieux fait de lui dire la vérité. Il vaut toujours mieux dire la vérité, mais pourquoi lui avez-vous menti? Parce que le destin de quelqu'un dépendait de ma déposition. Certes, ce quelqu'un est un être indigne,
mais je ne voulais pas avoir son anéantissement sur la conscience. Nous avions été si proches, si proches. Mais ce scrupule est levé à présent. Oui, monsieur, l'être auquel j'ai fait allusion est mort. Alors pourquoi ne pas aller le dire à la police, tout ce que vous savez? Parce qu'il y a une autre personne en cause. Cette autre personne est moi-même. Je ne pourrais pas supporter le scandale et la publicité consécutive à une enquête de police. Je n'ai plus longtemps à vivre, mais je veux mourir tranquille. Et pourtant, je voulais trouver un homme de bon jugement à qui conter ma terrible histoire, afin que lorsque je partirai, tout soit su et compris. Vous me complimentez, madame, mais je suis une personne responsable. Il se peut que, après vous avoir entendu, je juge de mon devoir d'aller en référer à la police. Je ne pense pas, monsieur Holmes. Je connais très bien votre caractère et vos méthodes, car je suis votre travail depuis quelque temps. Lire est le seul plaisir qui me soit laissé. Je suis donc au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Quoi qu'il advienne, je cours le risque. Après vous avoir parlé, j'aurai l'esprit en repos. Mon ami et moi serons heureux de vous entendre. Elle se leva et prit dans un tiroir la photographie d'un homme. C'était un acrobate, un athlète magnifique. La photographie le représentait les bras croisés, sur un torse vigoureux. Un sourire se dessinait sous une lourde moustache, le sourire satisfait de Don Juan. « C'est Leonardo, dit-elle. »« Leonardo l'Hercule, qui témoigna ?»« Oui, et celui-ci, c'est mon mari. » Le visage était abominable, un porc humain, ou plutôt un ours sauvage, fait homme, car il était formidable dans sa bestialité. On imaginait aisément la bouche vile, mâchonnante et écumante de rage. Quant aux petits yeux vicieux, il ne pouvait que projeter de la méchanceté sur le monde. Une brute, un bravache, une bête. Voilà l'impression que faisait cette tête aux lourdes bajoux. Ces deux photographies vous aideront à comprendre, messieurs, mon histoire. J'étais une pauvre écuyère de cirque élevée sur la piste. Je sautais dans les cerceaux quand je n'avais pas encore 10 ans. Lorsque je devins femme, cet homme m'aima, en admettant que je puisse baptiser d'amour son désir. Un jour de malheur, je l'épousai. À dater de ce jour, j'eus une vie d'enfer. Il était le diable qui me torturait. Tout le monde au cirque était au courant. Il me délaissait pour d'autres femmes. Lorsque je me plaignis, il me ligota et me battit à coups de cravache. Tous avaient pitié de moi et le maudissaient. Mais que pouvaient-ils faire? Ils le redoutaient. Ils avaient peur de lui. Car de tout temps, il s'était montré terrible. Et quand il avait bu, il aurait tué. Plusieurs fois il eut des ennuis avec la justice, parce qu'il attaquait des hommes ou parce qu'il maltraitait des animaux. Mais il gagnait beaucoup d'argent et il se moquait des amendes. Ses meilleurs collaborateurs le quittèrent. Le cirque commença à décliner. Il n'y avait plus que Leonardo et moi pour le maintenir, ainsi que le petit Griggs, le clown. Pauvre diable, il n'avait pas beaucoup de raisons d'être drôle, mais il faisait l'impossible pour tenir son rôle. Leonardo entra de plus en plus dans ma vie. Vous voyez, comme il était bel homme, je sais maintenant quelle âme habitait ce corps. Comparé à mon mari, il ressemblait à l'ange Gabriel. Il me prit en pitié et il m'aida. Finalement, notre intimité se transforma en amour, un amour profond, profond, passionné. L'amour auquel j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais espéré ressentir. Mon mari le soupçonna, mais il était aussi lâche que brutal, et Leonardo était le seul homme qu'il redoutait. Il se vengea à sa manière, en me torturant plus que jamais. Un soir, mes cris attirèrent Leonardo à la porte de notre roulotte. Nous frôlâmes la tragédie cette nuit-là, et bientôt mon amant et moi, nous comprîmes que nous ne pouvions l'éviter. Mon mari n'étant pas digne de vivre, nous décidâmes qu'il devait mourir. Leonardo était intelligent, il avait un esprit organisateur. C'est lui qui conçut notre plan. Je ne le dis pas pour lui en faire grief, car j'étais résolu à tout, pour faire ma vie avec lui. Mais je n'aurais jamais eu son idée. Nous fabriquâmes une massue. Leonardo la fabriqua. Et dans l'extrémité plombée, il ficha 5 longs clous en fer, pointe dehors exactement comme une patte de lion. Cela afin d'asséner à mon mari un coup mortel, tout en laissant supposer que ce serait le lion, préalablement détaché par nous, qui l'aurait tué.
Il faisait nuit noire quand mon mari et moi nous sortîmes comme d'habitude pour donner à manger aux fauves. Nous avions emporté la viande crue dans un seau en zinc. Leonardo s'était embusqué au coin de la roulotte, devant laquelle nous devions passer pour arriver à la cage. Il fut trop lent. Nous arrivâmes avant qu'il fût en mesure de frapper. Mais il nous suivit sur la pointe des pieds, et j'entendis le bruit mat du gourdin qui fracassa le crâne de mon mari. Mon cœur bondit de joie. Je partis en courant, et je défis le cadenas qui renfermait la porte de la cage. Alors survint l'atroce. Vous savez peut-être que les fauves sont promptes à sentir le sang humain, et que cette odeur les excite. Un instinct avait immédiatement averti cette bête qu'un être humain avait été blessé. Au moment où je retirai les barres, le lion s'élança et me sauta dessus. Leonardo aurait pu me sauver s'il avait foncé et frappé le fauve avec le gourdin. Il l'aurait repoussé. Mais il perdit la tête. Je l'entendis crier, puis je le vis faire demi-tour et fuir. Juste à l'instant où les crocs du lion s'enfonçaient dans ma figure, le souffle chaud et nauséabond du fauve m'avait déjà à demi asphyxié, et je ne ressentis qu'une faible douleur. Avec les paumes de ma main, j'essayai de repousser ces grandes mâchoires fumantes, tachées de sang, et je hurlai au secours. J'eus conscience que la caravane s'agitait, et puis je me souvins d'un groupe d'hommes, Leonardo, Griggs et d'autres, qui me tiraient des griffes du fauve. Ce fut mon dernier souvenir, monsieur Holmes. Pendant des mois abominables, quand je fus rétabli, je me regardais dans une glace, et alors je maudis ce lion. Oh, comme je le maudis. Non pas parce qu'il avait détruit ma beauté, mais parce qu'il ne m'avait pas détruite, moi. Je n'eus plus qu'un désir, monsieur Holmes, et j'avais assez d'argent pour le satisfaire. Couvrir ce pauvre visage, afin qu'il ne fût vu de personne, et habiter en un lieu où aucun de ceux que j'avais connus ne me découvrirait. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Je l'ai fait. Une misérable bête blessée qui a rampé jusqu'à son trou pour mourir, voilà la fin d'Eugénie à Rondeur. Nous demeurâmes quelque temps silencieux. Puis Holmes allongea son grand bras et lui caressa la main avec une force sympathie qui me surprit. « Pauvre femme, dit-il, les voies du destin sont vraiment impénétrables. S'il n'existe pas de compensation dans l'au-delà, alors le monde n'est qu'un jeu cruel. Mais qu'est devenu ce Leonardo? Jamais plus je ne l'ai revu. Jamais plus je n'ai entendu parler de lui. Peut-être ai-je eu tort d'éprouver une telle rancœur contre lui. Mais l'amour d'une femme ne se brise pas facilement. Il m'avait abandonné sous les griffes du lion. Il avait fui alors que je criais au secours. Pourtant, je n'ai pas été capable de l'envoyer à l'échafaud. Pour moi, je ne me souciais pas de ce qui pouvait m'arriver. Quoi de plus terrible que ma vie actuelle? Je me suis quand même interposé entre Leonardo et son destin. Et il est mort? Il s'est noyé le mois dernier en se baignant près de Margate. Je l'ai appris par le journal. Et que fit-il de son gourdin à Saint-Cloud, qui est le détail le plus bizarre de votre récit? Je n'en sais rien, monsieur Holmes. Il y avait une carrière de craie à côté du campement, avec une grande mare en bas, peut-être au plus profond de cette eau. Oh, c'est sans importance maintenant. L'affaire est close. Oui, répéta la femme, l'affaire est close. Nous nous étions levés pour partir, mais il y avait eu dans la voix de l'ex-dompteuse un accent qui retint l'attention de Holmes. Il se tourna vers elle. « Votre vie ne vous appartient pas, lui dit-il. N'y attentez pas. À qui peut-elle être utile? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? L'exemple du malade qui souffre est la plus précieuse de toutes les leçons qui puissent être données à un monde impatient. » La réponse de madame Rondeur fut terrible. Elle leva son voile et s'avança vers la lumière du jour. « Je me demande si vous le supporteriez, dit-elle. C'était horrible. Il n'y a pas de mot pour dépeindre le cadre d'un visage quand le visage n'est plus. De très beaux yeux noirs, vivants, émergeaient tristement d'une ruine effroyable et ajoutaient à l'horreur de cette vision. Holmes leva la main d'un geste de pitié et de protestation. Ensemble, nous quittâmes la pièce.
2 jours plus tard, quand je me rendis chez mon ami, il me désigna avec une certaine fierté une petite fiole bleue sur sa cheminée. Je la pris et l'examinai. Elle portait une étiquette poison. Une agréable odeur d'amande me flatta les narines quand je la débouchai. Acide prussique? Exactement, me répondit Holmes. Elle m'est arrivée par la poste. Je vous envoie ma tentation. Je suivrai votre conseil. Voilà quel message l'accompagnait. Je crois, Watson, que nous pouvons deviner le nom de la femme courageuse qui a fait le paquet. Fin.